au podcast Le Sac du Car. Mon nom est Didier Orméjus. Cette semaine, je vais vous être accompagné par Renaud Bourbonnais ainsi que Marc-André Chaloux. Dans leur compagnie, on va faire un retour sur une autre victoire des Alouettes. On est déjà à la mi-saison là, du côté des Alouettes. Ça passe tellement vite. Les hommes de Jason Maas qui présentent un dossier de 8 victoires et une défaite. Ça, c'est la première fois depuis 2004 que les Alouettes présentent un dossier de 8-1. Davis Alexander a connu un bon match, mais l'étoile de la rencontre a été le receveur de passe Charleston Rambo. Toujours en compagnie de Renaud et de Marc-André, on va poursuivre notre survol des divisions de la NFL. Cette semaine, on va y aller de la section ouest plutôt, de l'association américaine. Quelle est l'équipe favorite? Ça va sûrement être les Chiefs de Kansas City. Encore une fois, quoique les Chiefs sont déjà descendus avec des blessés, on va jaser de tout ça avec Renaud et Marc-André. Et on va terminer l'épisode en beauté, comme à l'habitude, avec Marc-André, en discutant de fantasy football. Et je vais également répondre à vos questions. Vous nous en avez envoyé, oui, quelques-unes. Alors, je vais prendre le temps d'y répondre un peu plus tard au cours de l'épisode. Mais tout d'abord, eh bien oui, discutons de cette victoire des Alouettes de Montréal au Sapper Motion contre les Tiger Cats de Hamilton. Deuxième victoire en 2 semaines, Marc-André, contre les pauvres Tiger Cats. Didier, tu viens de voler le punch dans ton introduction. Je pense qu'il faut commencer par parler de l'arrivée enfin de Charleston Rambo avec les Alouettes. Vraiment, il a connu un match tout simplement sensationnel. Son deuxième match vraiment où il se distingue, où il est vraiment la cible de prédilection de Davis Alexander. Donc oui, Charleston Rambo, a-t-on un receveur numéro 1 à Montréal? On a certainement un receveur qui est rapide, explosif et qui s'améliore. Comme je le disais tout à l'heure, on est rendu à la mi-saison. Puis on voit pour Rambo, le toucher qu'on voit à l'écran, ça a été son troisième à ses 4 derniers matchs. Et on voit de quelle façon il a battu le demi-coin des Tiger Cats de Hamilton. Écoute, il avait 5 verges d'avance sur lui. Il est très rapide, très explosif. Et puis, comme je le dis, on dirait qu'il gagne en confiance. Quelque chose qui m'impressionne de sa part. En plus de sa rapidité, on en avait parlé, Renaud, la semaine dernière, c'est de la façon dont il est en mesure de s'ajuster au ballon. C'est vraiment une belle trouvaille de la part de Danny Machocha et de ses dépisteurs au cours de la saison morte de Charleston Rambo. Ouais, ben, complètement. Puis, en plus de ça, dans la situation actuelle des Alouettes, où tu as un Keon Julian Grant qui est absent à moyen long terme, en plus, en début de match, tu perds Tyson Philpott, pardon. Les Alouettes avaient Mhm. besoin de quelqu'un, un receveur rapide qui pouvait attaquer les zones profondes. Puis, on savait que Rambo était rapide depuis le début de la saison, mais là, depuis quelques matchs, il est vraiment une arme importante dans le coffre des Alouettes. On a pris une décision importante au camp d'entraînement quand on a laissé partir Tavin Jones, qui d'ailleurs connaît des bons moments à Edmonton. Rambo Oui. n'avait pas le choix de prouver que c'était une bonne décision. Puis depuis quelques matchs, je pense qu'il n'y a personne qui doute là, de la décision de Danny Machocha, de Jason Moss, d'avoir choisi de faire une place à Charleston Rambo. D'ici la fin de la saison, il risque d'avoir un rôle important. Puis tu le sais, c'est difficile d'avoir le droit pour un receveur de lever la main, d'appeler le ballon, de demander au carrière de lui lancer. Je pense que Charleston Rambo il est en train de mériter ce droit-là dans l'alignement des Alouettes. Oui, puis là, c'est indéniable. Là. Son talent est indéniable. On n'a pas le choix que de l'inclure dans le plan de match. Parce que dès le camp d'entraînement, on avait remarqué à quel point il était rapide et explosif. En début de saison, il n'était pas ciblé tant que ça. Mais là, je pense qu'on s'en rend compte là, du côté du personnel d'entraîneur des Alouettes. Rambo doit faire partie intégrale du plan de match semaine après semaine. Ce qu'il faut dire, c'est du côté de l'attaque des Alouettes. En fait, le match n'aurait pas dû être aussi serré qu'il l'a été si les Alouettes avaient été en mesure de terminer leur séquence avec des touchés. Heureusement, bon, Maltos a connu un bon match, le botteur de précision, mais trop souvent en première demi, on s'est contenté de botter de précision. Ça fait en sorte qu'on a pu garder les Tiger Cats dans le match. Et puis même Hamilton, à un certain moment donné, menaçait. Là, les Alouettes ont été en mesure de mettre sur pied une séquence qui s'est terminée avec un touché. Qu'est-ce que tu as pensé justement de, je ne veux pas dire ce lent début de rencontre-là, Renaud, mais du manque d'opportunisme que les Alouettes ont démontré en première demi, surtout. Ben, au final, la bonne nouvelle, c'est que ça n'a pas coûté aux Alouettes parce qu'au final, les Tiger Cats sont jamais réellement revenus dans ce match-là. Euh, je pense qu'on peut souligner le fait que la défense a fait du bon travail aussi, mais surtout que les Tiger Cats faisaient Oui. tellement d'erreurs que c'était pratiquement impossible de croire que ça allait se poursuivre pendant 60 minutes comme ça pour eux. Mais c'est sûr que c'était inquiétant en début de match pour les Alouettes. Davis Alexander lui-même, après le match, quand on lui a parlé, il nous a dit je suis pas tout à fait satisfait de mon début de match. C'est des séries qui auraient dû se terminer avec des touchés. Finalement, au final, ils ont marqué 8 points là, sur ces 3 séquences-là. Total, j'inclus les 2 points là, du toucher de sûreté là-dessus.
Mais c'est sûr et certain que quand ta défense te donne 3 positionnements, dans le- déjà des bons positionnements, dont des très profonds dans le territoire des Tiger Cats, parce qu'après le toucher de sûreté, rappelle-toi que James Letcher a donné un gros retour aux Alouettes qui ont commencé la séquence encore dans le territoire des Tiger Cats. Donc c'est sûr qu'à ce niveau-là, c'était peut-être un peu plus inquiétant, mais dès qu'il y a eu la longue passe à Charleston Rambo pour le premier toucher des Alouettes dans le match, à partir de là, je pense qu'on peut dire que ça s'est mieux passé pour l'attaque. Pas tout parfait. Il y a eu quelques passes où Davis Alexander était un peu précis là, dans le match, mais on lui donne une chance. C'est un deuxième départ. Je pense que dans l'ensemble, il a bien rattrapé son mauvais début de match. Par contre, si on avait joué contre une meilleure équipe, peut-être que ça aurait pu coûter cher aux Alouettes. Ouais, effectivement. Puis on l'a vu, Bolivar Mitchell, lui, qui a été remplacé très rapidement au cours de la Mhm. rencontre. J'en avais parlé lors de la diffusion du match. Moi, on m'avait dit avant la rencontre que si Bolivar Mitchell était victime de revirement tôt durant la rencontre, ben, qu'il allait être remplacé par Taylor Powell. Et puis c'est effectivement qu'est-ce qui est arrivé. Encore une fois, pour un vétéran carrière, la plus mauvaise décision. On a vu du moment que Powell a pris en charge l'attaque des Tiger Cats, Ouais. Hamilton a gagné des premiers essais. Même, je crois que sa première séquence, sa première séquence a mal été, mais sa deuxième séquence s'est terminée avec un botté de précision, si je me souviens bien. Mhm. Alors ça, pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus, Renault. Écoute, Bolivar Mitchell, Renault et Marc-André. Bolivar Mitchell, c'est le meilleur. Il est rendu au bout du rouleau. Il est fini. Il y a une raison pourquoi à Calgary, on avait préféré Jack Mayer plutôt que Bolivar Ouais. Mitchell. Puis là, même Taylor Powell est clairement rendu un meilleur carrière, une meilleure option pour les Tiger Cats que Mitchell. Ouais, puis sur l'interception de Bolivia Mitchell, là, on le voit, il n'y avait aucune pression sur lui. Le seul joueur qui pouvait s'amener, c'était Tyrese Beverett, qui était pris en un contre un par un joueur de ligne à l'attaque. Donc, il n'y avait aucune chance de se rendre à Bolivia Mitchell. Puis il a lancé la passe alors qu'il était en train de courir vers la droite. Il l'a lancé vers la gauche à contre-courant dans les mains de Darnell Sankey. C'était purement une mauvaise décision. Tu t'attends pas à ça d'un joueur qui s'en va directement au temple de la renommée quand il va finir sa carrière. Puis après le match, Scott Milanovic a confirmé que ça allait être Taylor Powell le partant pour la première rencontre. Parce qu'à ce point-ci de la saison, pour les Ticats, on est tellement profondément pris au classement, puis on le sait qu'on ira nulle part. Il faut regarder vers le futur, puis assurément, hein, dans 2 ans, 3 ans, Bolivar Mitchell, il va être à la retraite. Donc, il faut regarder de l'avant. Je pense que c'était la bonne décision pour Scott Milanovic. Ben justement, ce que j'ai trouvé de Powell dans le match, c'est vraiment son intensité. Il est embarqué dans la rencontre, les gars. Puis on voyait qu'il menait l'attaque. On le voyait dire à des receveurs que c'était pas le bon tracé, de faire autre chose. Bref, j'ai aimé vraiment son sens de l'initiative, puis ses qualités de leader également. Donc moi, j'ai vraiment aimé Powell. Je sais pas ce que ça va donner pour les Tiger Cats pour la suite des choses. Mais moi, j'ai aimé ce que j'ai vu de lui. Clairement, Bolivar Mitchell, comme vous l'avez dit, ne l'avait pas. Ses deux, trois premières séquences, c'était vraiment l'enfer. Ce qui est inquiétant aussi du côté des Alouettes, j'ai parlé d'un receveur numéro un tantôt en Charleston Rambo, c'est parce que celui qu'on pensait qui était le receveur numéro un qu'on avait trouvé du côté des Alouettes cette saison, Tyson Philpott, s'est blessé. C'est un peu inquiétant dans son cas. Oui, Tyson Philpott, on l'a vu, je ne sais pas si tu l'as vu toi aussi, Renaud, je sais que tu couvrais le match, mais après la rencontre, on l'a Mhm. aperçu en béquille et il Ouais. semble s'être blessé à une cheville. Alors, c'est vraiment malheureux parce que Philpott est parmi les meneurs de la Ligue canadienne au niveau de toutes les statistiques majeures à la position de receveur de passe. Il ne faut pas oublier du côté des Alouettes, depuis le premier match de la saison, on est privé des services de Tyler Snead qui s'était blessé à Winnipeg. Et Keon Julian Grant également est sur la liste des blessés, lui ennuyé par une blessure à une épaule. Alors, mine de rien, là, il a manqué de munitions, fort probablement original, parce que je ne crois pas que Philpott va être en uniforme. Les Alouettes vont reprendre l'entraînement Mhm. mardi, mais de la façon qu'il a quitté le match et embêqué à la fin de la rencontre, j'ai pas l'impression qu'il sera en uniforme. Non, puis dans le cas de Phil Pott et Julian Grant, respectivement, ce sont deux Canadiens en plus, donc tu peux pas envoyer Ouais. n'importe qui sur le terrain pour les remplacer. Ça te prend des joueurs canadiens. Ben, les Alouettes, leur profondeur au poste de receveur est testée depuis le début de la saison. Elle l'a encore été dans le dernier match. Puis honnêtement, c'est sûr qu'on aurait préféré avoir tout le monde en santé, mais je trouve que pour un match où tu jouais avec 3 de tes receveurs supposés partants qui sont blessés, dont 2 Canadiens, tu étais sans ton corps arrière partant en plus. Je trouve pas que les Alouettes ont l'air d'une équipe handicapée en attaque, comme par exemple les Lions ont l'air handicapés en attaque sans Vernon Adams ou d'autres équipes sans leur corps arrière partant. Donc, je pense qu'on se débrouille bien. La profondeur est testée. Ça va être un gros test à Regina la semaine prochaine, c'est sûr.
Mais je pense pas que c'est mission impossible pour les Alouettes à ce niveau-là, surtout avec l'émergence là, d'un Charleston Rambo. Ben, justement, parlant du classement et du prochain match, messieurs, les Alouettes, avec cette victoire-là, ben, sont, euh, sont confortablement installés au premier rang dans l'Est à 5 points maintenant du Rouge et Noir. Donc, c'est vraiment, les Alouettes vraiment ont vraiment une chance au cours des prochains matchs de vraiment encore plus mettre leur emprise sur le premier rang de la division Ouest. Et on parle peut-être ici d'accueillir une finale de l'Est à domicile. Oui, ben, parce que la rencontre, bon, contre les Tiger Cats, là, on gagne. On a gagné la série de 2 matchs en saison régulière contre Hamilton. Les deux formations ne vont pas s'affronter à nouveau. Mais mine de rien, malgré le fait qu'avant le match, on avait une fiche de 7 victoires et une défaite, mais toujours le rouge et noir là, qui talonnait les Alouettes. Alors là, avec cette victoire-là, ben, ça a accentué l'avance des hommes de Jason Maas en tête de la Quel match section en S de passant, la Ligue Didier? canadienne. Le rouge et noir. Oui, 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 ben, ouais, contre les Rough Riders de la Saskatchewan, Quel avec la match pluie et tout. Ouais, quelle fin de rencontre complètement ridicule, mais ça, bon. bizarre. Ouais, Oui, Ouais, c'est ben, on le s'entend. centre des commandes avec Canadienne, on va pas s'étendre là-dessus, mais tout ça pour dire Non. que, oui, les Alouettes, au moins, la beauté, c'est qu'on a 8 victoires et une défaite à mi-chemin de la saison, Renaud, et on a des victoires en banque, parce que comme Marc-André vient de dire, bon, là, les blessés, ça s'accumule à la position de receveur. On va voir si Cody Fajardo sera en mesure d'effectuer un retour au jeu cette semaine pour Mhm. l'affrontement à Regina, mais au moins, on a un coussin, là, en tête de la section. Ben, complètement. Puis le match clé, peut-être, dans ce coussin-là, c'est le premier match contre la Saskatchewan il y a quelques semaines, rappelle-toi, où Caleb Evans était le partant, Davis Alexander était venu en relève, puis on avait remonté la pente du côté de Montréal pour gagner ce match-là. C'était une victoire qui venait faire la différence pour les Alouettes. Puis peut-être qu'on ne parle pas du match de la semaine prochaine de la même façon si les Alouettes l'échappent cette semaine-là, surtout considérant que, comme tu as dit, Ottawa est en train de talonner, de remonter. Là. Toronto a gagné aussi en fin de semaine. Ils sont pas ultra loin d'Ottawa au classement. Donc, une grosse course dans l'Est. Puis, si Montréal peut aller chercher encore ses victoires, les victoires prenables au cours des prochaines semaines, mais surtout la victoire la fin de semaine prochaine contre Regina, là, ça va commencer à sentir la finale de l'Est. Puis, je me souviens même pas de la dernière finale de l'Est à Montréal, Didier. Je sais même pas si tu étais déjà à la couverture la dernière fois qu'ils sont allés en finale de l'Est. Ah ouais, Donc, j'y c'est à l'époque étais, où on jouait écoute. des matchs au Stade olympique en éliminatoire. Dernière finale de l'Est à Montréal, j'ai le goût de te dire 2012. La dernière Ouais, année de quelque chose Mark comme ça. Hein. Trestman, les Alouettes contre les Argonauts de Toronto. Et si Mhm. je me Ils ont souviens perdu. bien, c'est. Ouais, Chad Owens avait amassé plus de 200 verges par voie de réception pour les Argonauts. Montréal n'avait aucun plan de match contre Owens, qui était pourtant le joueur par excellence de Et, la Ligue. Je pense qu'il y avait eu 11 catchs pour 203 verges, quelque chose comme ça. et Brian Bratton avait eu le ballon qui avait piqué dans les numéros dans la zone des buts, puis il l'avait échappé. Ouais. Ça avait coûté une Ah, présence à la Coupe Grey. Ouais, Bratton était tellement un chic type. C'est dommage que ça a été le dernier jeu Ouais. de sa carrière avec les Alouettes. Mais Ouais. les Alouettes ont perdu ce match-là. En tout cas, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus. Ça fait 12 ans quand même. Mais je ne sais pas si vous vous Ouais. souvenez, ils avaient un demi-attaque du nom de Chris Jennings, un ancien de la NFL. Il avait des gros jambes. Et Un il gros avait bonhomme, ouais. connu ouais, un gros bonhomme. Il avait connu une excellente première demi. Puis, pour une raison inexplicable, ça arrivait des fois sous Mark Trestman. On a complètement délaissé l'attaque terrestre en deuxième demi. Moi, j'ai un de mes amis qui faisait partie du groupe d'entraîneurs des Argos à l'époque. J'avais parlé la semaine suivante à Toronto lors du match à la Coupe Grey avant la rencontre, puis il m'a dit si les Alouettes avaient continué de courir le ballon, il dit ils auraient gagné le match. Lui-même m'avait dit on n'avait pas de réponse contre l'attaque au sol des Alouettes. En tout Mhm. cas, ça aurait été bien si les Alouettes avaient pu participer au match à Coupe Grey, parce que c'était l'année de la 100e Coupe Grey cette année-là. Je Ouais, crois c'est vrai. vraiment que les Alouettes, ils auraient battu les Stampeders de Calgary. Ça aurait été une troisième Coupe Grey sous Mark Trestman, mais bon, on ne peut pas changer le passé. prochain match, on en a parlé, c'est contre les Rough Riders en Saskatchewan vendredi prochain. Les Rough Riders, on vient d'en parler, ils ont connu vraiment une nulle crève-cœur contre le Rouge et Noir à Ottawa cette semaine. À quoi peut-on s'attendre des Alouettes, messieurs, vendredi prochain? Ouais, vas-y, Renaud, à quoi tu t'attends des Alouettes? Ben, comme d'habitude, je pense que la défense va devoir être au rendez-vous pour ce match-là. Puis surtout de surveiller Shea Patterson. Il a eu un match très difficile, le carrière des Riders, là, en relève à Trevor Harris. Il a eu un match très difficile contre Ottawa. Il a lancé 3 interceptions. Puis plus tôt la semaine dernière, on parlait possiblement de revoir Trevor Harris pour la Saskatchewan la semaine prochaine, justement contre Montréal.
Je pense pas qu'il y a eu de confirmation à ce niveau-là. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu, il n'y a pas eu de confirmation depuis ou de changement de cap. Donc ça, c'est sûr et certain que ça va être à surveiller. Mais dans les deux cas, pour des raisons différentes, même si c'est la kryptonite de tous les carrières, rapidement bousculer le carrière. Patterson, on l'a vu quand il y a de la pression sur lui, il prend des décisions parfois précipitées. Justement, ça menait à des interceptions la semaine dernière. Puis dans le cas de Trevor Harris, mais on le sait que c'est pas un carrière mobile. Il a eu tellement de problèmes avec ses genoux au cours des dernières saisons, ou ses jambes en général, que si on se rend rapidement dans le champ arrière, je pense pas qu'il va pouvoir connaître un gros match. Donc moi, je vais dire que la ligne défensive des Alouettes va être ma clé à suivre. Tout simplement la pression qu'on va appliquer sur les corps arrière de l'autre côté. Depuis le début de la saison, s'il y a peut-être une chose qui est, je dis pas mauvaise, mais qui n'est pas à point chez les Alouettes, c'est peut-être justement d'aller chercher, appliquer de la pression constamment sans envoyer de blitz chez les Alouettes. Si on peut voir peut-être un revirement de situation à ce niveau-là ou se connaître un gros match, ça pourrait être la semaine prochaine. Moi, j'ai hâte de voir tout simplement l'identité des carrières, parce que comme tu dis, du côté des Riders, possiblement Trevor Harris pourrait effectuer un retour au jeu. Du côté des Alouettes, là, Cody Fajardo, ça fait déjà 2 semaines qu'on l'a retiré de la liste des blessés de 6 matchs. Puis, bon, on nous avait dit que c'était parce qu'on voulait qu'il s'entraîne, qu'il reprenne la forme. Mais toi et moi, Renaud, on assiste régulièrement aux séances d'entraînement des Alouettes. Puis Cody Fajardo, il est présent, il porte son casque, mais il fait pas grand-chose, vous à part lancer des passes avec les autres carrières. C'est absolument tout. Il embarque jamais au sein de l'unité partante de l'attaque ou aucune des unités de l'attaque contre la défense lors des séances d'entraînement. Alors, je crois pas que Fajardo, après une si longue absence, il va juste s'entraîner une semaine, puis finalement être au poste de quart des Alouettes à Regina. Moi, je crois que ça va être un autre départ pour Davis Alexander. Alors, en territoire hostile, avec la foule bruyante qu'il y a à Regina, tout le monde qui porte son chandail vert, en tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. J'ai hâte déjà à la rencontre d'être sur les lignes de côté et de vivre l'ambiance qu'il y a à Regina. Il me semble que la défense, les gars, serait dû pour inscrire un premier touché cette saison. Et si Ouais, bonne c'est un la bon point, défense ça. Ouais. C'est est vrai, en ce hein? moment, elle n'a pas encore inscrit de touché cette saison. C'est une stat qui m'a fait sursauter quand même. Ben oui, Ouais. Ben oui, c'est vrai, c'est leur marque de commerce l'année dernière en plus, Renaud. Ex- exactement. complètement. Complètement. Puis c'est On pas est que dû. l'unité fait pas le travail cette année, hein, en plus. Ouais, non, c'est vrai, bon point. Mais là, on est dû, là. On a atteint la mi-saison. Alors pourquoi pas commencer la deuxième moitié de la saison avec un touché en défense du côté des Alouettes. Alors, les gars, on espère que les Alouettes pourront faire la pluie et le beau temps en Saskatchewan. Et parlant de pluie et de beau temps, Didier, tu as été viral lors du dernier match. On te voit présentement sous la pluie, like a boss, comme rien ne semble. Tu ne bronches pas. Mon Dieu. Imperturbable. Imperturbable, Didier. Un travail de journaliste impeccable. On livre l'information. Le caméraman, lui, est tout couvert. Toi, comme si de rien n'était. Raconte-moi, comment ça s'est passé? J'imagine que tu étais trempé après, je peux pas croire. Ah, ben oui, ben tu le vois, là, comment j'étais complètement détrempé. Ben, comme plusieurs personnes qui étaient présentes à la rencontre. D'ailleurs, il y avait une belle foule, hein, plus de 22 000 personnes étaient au Staples Ouais. Molson. J'ai regardé les prévisions météorologiques. Il y avait 0% de pluie. OK, on avait eu le déluge la veille, mais là, il y avait 0% de chance de pluie. Alors, je me suis dit, ben, je n'ai pas besoin d'emmener mon imperméable. Là, juste avant le botté d'envoi, ça s'est mis à tomber. Il pleuvait vraiment fort. C'est arrivé de nulle part. Pourtant, une demi-heure avant, il faisait soleil, il faisait très beau. Mhm. Là, moi, j'étais en direct, donc, comparativement à mon collègue Mathieu Sanelli de TSN, lui, il avait emmené un parapluie, puis là, il s'est mis à l'abri de la pluie en plus. Mais là, moi, j'avais pas le choix, j'avais une intervention en direct à faire. Alors, c'est ça, the show must go on, comme ils disent. Alors, j'ai fait mon intervention sous la pluie. Dans ce temps-là, Est-ce que Renaud, tu lui, était dans la galerie de presse, bien au sec. Ouais. Ah ouais, est-ce moi que tu as j'étais eu la chance? très bien sur la galerie de presse. On a fermé les fenêtres, tout allait bien. C'est Est-ce que ça. tu eu, est-ce que tu as eu la chance d'entendre ce que Pierre Vercheval a dit à la suite de ton intervention? Non, j'ai pas entendu, non, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, en plus, il a même pas été dépeigné. Ah! Ben ouais, Je l'avantage l'avais de vu ne dans pas les avoir de commentaires, cheveux. hein, par exemple, en dessous. Ouais. 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 Ben, je peux vous dire une chose, pour le reste de la saison, je vais toujours avoir mon imperméable dans mon sac. Je me fous des prévisions météorologiques, là. Je vais plus prendre de chance. Miou en Saskatchewan cette semaine, Didier, c'est quoi? C'est la neige qu'on attend peut-être déjà, là? Ah, je sais pas, mais je vais devoir regarder. Du moment que tu vas dans l'Ouest, peu importe, là, si c'est à la mi-août, à la Ouais. mi-juin, à la mi-juillet, emmène-toi au moins un chandail parce que, écoute, au coucher du soleil, la température descend tout le temps.
Alors, mais je vais regarder ça là, avant de partir avec toi pas. Non, ça, c'est certain. Mais si on va se transporter du côté de la NFL, on va continuer notre tour d'horizon des divisions en vue de la prochaine saison. On est rendu à la division de l'ouest de l'américaine, donc la division des Chiefs de Kansas City. Est-ce que ce sera encore la division des Chiefs de Kansas City? Ça reste à voir. On va commencer par l'équipe de Sean Payton, les Broncos de Denver et leur nouveau quart, Bo Nix. Je ne sais pas si vous avez vu les faits saillants en fin de semaine de Bo Nix, mais c'est quand même Mhm. encourageant dans son cas, Bo Nix. Moi, j'ai été quand même emballé. Je sais bien que c'est le premier match préparatoire seulement, mais j'ai été emballé parce que j'ai vu de Bo Nix du côté des Broncos. Ouais, Bonix ça joue avec beaucoup d'assurance et puis surtout sa mobilité. Hein. Lorsqu'il jouait avec les Ducks d'Oregon l'année dernière, il nous avait démontré qu'il avait de bonnes jambes quand même, mais il a été en mesure d'éviter des sacs du cœur et il semblait en contrôle. Il semblait calme, il semblait à sa place. Comme tu as dit, c'est juste le premier match préparatoire. Les défenses adverses, c'est pas comme si elles jouaient des couvertures complexes. On joue très souvent la couverture de zone 3, couverture homme-à-homme, cover one. Alors, on garde ça simple, mais je pense que c'est positif. Je crois que ça aurait été plus alarmant, Renaud, si Bonix avait mal paru lors du match, du premier match préparatoire des Broncos de Denver. Écoute, il a bien paru. J'ai hâte de voir la suite des choses la semaine prochaine, notamment, parce que c'est pas lui qui a vu le départ. C'est Jared Stidham qui a eu le départ, mais Mhm. la semaine prochaine, les Broncos vont jouer à domicile et Sean Payton a déjà annoncé que Bonix sera son carrière partant. Ben non, comme vous dites, les deux, on va pas nécessairement s'emballer avec une performance préparatoire, surtout pour les corps arrière. Puis rappelez-vous l'an dernier, là, Kenny Pickett avec les Steelers qui avait été le MVP du calendrier préparatoire. Finalement, non seulement il est plus partant, il est même plus à Pittsburgh aujourd'hui. Donc, ce n'est qu'un vague souvenir pour les partisans là, des Steelers. Donc, on s'en portera pas nécessairement, mais je vais prendre la bonne performance avant la mauvaise performance en match préparatoire, ça c'est sûr. Puis, comme tu as dit, éviter la pression, prendre des décisions calmes, intelligentes, même si, oui, il jouait contre des réservistes, oui, c'est un match préparatoire, puis non, il n'a pas joué le match au grand complet. Il nous a quand même donné ce qu'on voulait voir, puis ce qu'on a vu, c'est du beau Nick. C'est pas quelque chose qu'on se disait, ah, je savais pas qu'il était capable de faire ça, il a été capable de s'en tirer sur un jeu comme ça. Non, on le savait que c'était un gars qui était capable d'être mobile, et que ses jambes, pardon, allaient être un outil pour lui pour être capable d'étirer les jeux, de viser éventuellement dans les zones profondes. Donc, écoute, il joue pour un gourou des KR, ou du moins un supposé gourou des KR en Sean Payton. Mais on voit jusqu'à maintenant, le plan semble aller bien pour les Broncos. Puis on sait que Jared Stidham et Zach Wilson, officiellement sur l'alignement, sont placés devant lui pour l'instant. Mais je pense pas que ça va être très long là, qu'on voit Bo Nix jouer des matchs réguliers. On n'a pas fait d'autres additions quand même importantes, je trouve, du côté des Broncos. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, durant l'entre-saison. Si ce n'est, vous venez de parler de Josh Reynolds qui, en passant, a échappé une passe de toucher de Bo Nix qu'il avait directement dans les mains. Ça ne changera pas. Mais on a vraiment pas fait d'acquisition d'importance. On parle d'un allié défensif. Puis, écoute, même les départs, là, c'est pas très... Ben, évidemment, Russell Wilson est parti, Jerry Jeudy. Mais encore là, ça a été vraiment une entre-saison assez tranquille à Denver. On mise surtout sur la continuité, mais quelle continuité quand on a eu une équipe vraiment qui a connu des difficultés la saison dernière. Ouais, ben on le voit dans la colonne de gauche. Toutefois, John Franklin Myers, il est défensif ancien des Jets de New York. C'est un joueur qui est solide contre la course. Alors ça va donner un beau coup de main à la défense des Broncos de Denver. Mais comme tu dis, on n'a pas été très actifs. Bon, Russell Wilson est parti. Là, toutefois, il va prendre une grosse place sous le plafond salarial des Broncos pour cette saison. Mais on est prêt. Il ne faut pas se cacher. Même si Sean Payton ne veut pas l'admettre, on parle d'une équipe qui est en reconstruction du côté des Broncos de Denver. Ça fait longtemps qu'on n'a pas participé aux éliminatoires. On va en parler un peu plus tard tout à l'heure. Alors, pour moi, c'est simple. Là. C'est le développement de Bo Nix. Moi, c'est ce que j'ai surveillé cette saison du côté des Broncos de Denver. L'année dernière, on avait une bonne défense. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsqu'on a vu une séquence Mhm. victorieuse après là, avoir accordé plus de 70 points aux Dolphins de Miami. Mais là, on provoquait des revirements. Puis là, ça nous permettait de voler des possessions aux équipes adverses. On avait connu du succès, si bien à un certain moment donné, on disait hey, les Broncos vont peut-être participer aux éliminatoires, puis là, ça ne s'est pas Ouais. produit. Mais tout ça pour dire, moi, j'ai hâte de voir si la défense sera aussi bonne du côté des Broncos de Denver. Ouais, puis tu sais, ils ont laissé partir Justin Simmons, qui d'ailleurs a toujours pas trouvé de contrat dans la NFL. Bon,
Moi, je pense que c'est Ouais. parce qu'il a été mal conseillé, mais ça, c'est un autre débat. Par contre, tu as raison, cette défense-là, elle a rebondi. Mais pour les Broncos cette année, pour moi, c'est complètement une année, oui, de transition puis de développement pour Bo Nix, mais c'est une année qu'on met un peu à la poubelle en se disant c'est une année qui a écoulé la pénalité pour avoir racheté Russell Wilson, ou du moins la majeure partie de la pénalité pour avoir été pour cette départie de Russell Wilson. Donc, il n'y a aucune attente, selon moi, de la part des partisans des Broncos quant à une progression ou quant à un nombre de victoires. Pour moi, c'est vraiment une année de transition. On veut voir ce que notre KR va faire, puis surtout, on veut tester ses cibles. Parce que là, oui, Courtland Sutton, on sait que c'est un bon receveur. On s'est débarrassé de Jerry Jeudy, qui était une déception depuis le début de sa carrière parce qu'il échappe trop de ballons. Mais tu regardes sinon la profondeur au poste de receveur, ben, les Josh Reynolds, les Tim Patrick, c'est pas nécessairement des joueurs de premier plan, ou du moins qui n'ont pas prouvé qu'ils peuvent être des joueurs de premier plan, selon moi, dans la NFL. Est-ce qu'il y en a un là-dedans qui va se lever, qui va connaître une grosse saison pour eux? Je leur souhaite parce que tu ne pourras pas travailler avec un seul bon receveur. Imagine s'il se blesse en plus, Courtland Sutton. Donc, non, ça va prendre du développement au niveau des joueurs de talent là, autour du corps arrière, dans le champ arrière, au receveur, même ailier rapproché. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur du côté de Denver. On va donner Ouais, puis je pense probablement qu'on plus va. de chance à Oui, Marvin vas-y, Marc-André. Mims de se faire valoir aussi dans cette Oui, attaque-là. aussi. Ça peut être une solution T'as raison. à la position de receveur de passe. Mais qu'est-ce que tu voulais dire, Didier? Non, ben, moi, je pense que les Broncos ont misé sur le jeu au sol également. Là. Il ne faut pas oublier, leur attaque terrestre a bien fonctionné l'année dernière. Et puis, justement, je lisais que Javonte Williams est arrivé en forme au camp d'entraînement. Parce que l'année dernière, il se remettait toujours d'une grave blessure en genou qu'il avait subie en 2022. Sean Payton s'est assis avec lui là, avant les vacances des joueurs, là, après le minicamp. Il lui a dit, écoute, je veux revoir le Javonte Williams de 2022. Et puis, je crois que le message a passé, parce que Williams est arrivé au camp d'entraînement, il a perdu une dizaine de livres, et de qu'est-ce qu'on lit des gens qui suivent les activités quotidiennes des Broncos, c'est qu'on revoit justement le Javonte Williams d'il y a 2 ans. Il semble être un joueur transformé, complètement remis de sa blessure à un genou. Et on a repêché en 5e ronde un demi à l'attaque, un produit de l'Université Notre Dame, Audric Estimé. Un gros porteur de ballon, 227 livres. Chez Marc-André, tu es notre expert fantasy football. Mais gardez ce nom-là en tête, surtout près de la zone des buts. C'est un gros porteur de ballon qui est robuste. Il pourrait voler des portées à Javonte Williams lorsque les Broncos vont se présenter près de la zone des buts. Mais tout ça pour dire, en plus, on mise sur Jaleel McCaughlin, qui a un style différent. Il est petit, rapide, bon receveur en sortant de champ arrière. Donc, il semble qu'on a un trio de porteurs de ballon intéressants du côté des Broncos de Denver. Alors, moi, j'ai vraiment l'impression que Peyton va miser sur le jeu au sol comme il le faisait avec les Saints de la Nouvelle-Orléans. C'est Mhm. sûr qu'il y avait Drew Brees, qu'on avait de bons receveurs de passe, mais on avait tout le temps une attaque équilibrée du côté des Saints lors des belles années de Drew Brees. Justement, Audrey Estimé, je vais vous en parler tout à l'heure au niveau fantasy. Mais moi, j'aimerais vous rappeler que le seul porteur de ballon que ce n'est pas Sean Payton qui a repêché dans ce lot-là, c'est Javonte Williams. Oui, les échos au camp en ce moment sont excellents, mais je tiens à dire que Sean Payton a une petite tendance, Pete Carroll, à vouloir être une cheerleader auprès de ses joueurs au camp d'entraînement. On a parlant bien de Williams, parlant bien de McLaughlin, parlant en bien de Estimé. Donc, j'ai bien hâte de voir comment tout ce champ arrière-là, ça va se dessiner et au niveau fantasy et dans la vraie vie, dans la NFL. Justement, les victoires des Broncos cette saison, messieurs, le total est à 5,5 victoires. Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est élevé? Est-ce que c'est trop peu? Vous en pensez quoi? Vas-y, Je laisse Renaud. y aller Didier d'abord. OK, ben écoute, moi, je vais y aller avec plus, mais seulement 6 victoires pour les Broncos. Soit le 2 justesse, donc plus que 5 et demi. Puis on le voit hein, en bas à droite à l'écran, les Broncos n'ont pas participé aux éliminatoires depuis leur conquête du Super Bowl. Ça, c'est à la suite de la saison 2015, hein, quand Peyton Manning était toujours là, lorsqu'on avait Von Miller, lorsqu'on a défait les Panthers à Caroline. Ça fait longtemps, là, Mhm. c'est une longue disette sans match d'après-saison à Denver. J'ai l'impression, malheureusement pour eux, ça va se poursuivre. Mais moi, j'irai avec 6 victoires. Toi, Renaud? Bon, ben, j'aurais dû y aller avant. J'ai exactement la même réponse, 6 victoires, parce qu'à un certain moment, même si c'est pas une équipe en laquelle je crois, il faut que des gens gagnent des matchs dans la division. Puis à part les Chiefs, il n'y a pas de puissance dans cette division-là pour cette saison. Donc,
Je vais y aller avec 6 victoires. Évidemment, on va être loin des éliminatoires du côté de Dan. On va être capable de récupérer quelques matchs ici et là. C'est pas non plus une équipe là, de 0 ou 2 victoires qui va se battre pour le tout premier rang au repêchage. Je pense qu'il y a quand même un minimum de qualité là, dans cette équipe. Ouais, allons voir Je maintenant vais du qu'est-ce que les même. partisans des Broncos pensent de tout ça. Là. Quel est l'état d'esprit du côté des partisans des Broncos de Denver? Pour chaque équipe, là, on prépare des tableaux bon, avec des beams et des emojis. Mon Dieu, l'emoji à droite. Donc, je Mhm. pense que du côté des partisans des Broncos, on ne s'attend pas à une participation en éliminatoire, décidément. Et puis, présentement, comme on voit à gauche, ils sont en tête de la section. Aucune victoire, aucune défaite. Il y a une quadruple égalité en tête de la section. Mais ma question, Renaud, du côté des Broncos de Denver, est-ce que Sean Payton sera en mesure de développer Bo Nix? Parce que comme tu l'as dit, là, cette réputation de gourou de carrière, mais quand on prend du recul, tu sais, Sean Payton, je veux dire, Drew Brees, il était déjà un bon carrière lorsqu'il amenait à la Nouvelle-Orléans. Mhm. Peu importe ce que les gens disent, Drew Brees, sa dernière année avec les Chargers, il avait été solide, il avait été sélectionné pour participer au Pro Bowl. Il était un vétéran lorsqu'il s'est amené à la Nouvelle-Orléans. Ouais. Alors, quelle carrière que Sean Payton a vraiment développé? Là est ma question. Ouais, ben, écoute, peut-être, on en avait parlé ensemble dans un podcast, si je me trompe pas, il y a quelques mois. Il y a quelques mois, c'est toi-même qui m'avais rappelé, si je me trompe pas, que Sean Payton était celui qui avait travaillé avec Tony Romo à l'époque avec les Cowboys Oui, de Dallas. Est-ce que je me trompe? oui, Donc, exact. écoute, c'est l'exemple. C'est un bon exemple quand même de prendre un carrière non repêché puis d'en faire un carrière qui a quand même été une vedette dans la Ligue pendant plusieurs saisons. Ceci étant dit, tu le fais une fois. Ça fait quand même un 20 ans maintenant, ou à peu près, là, Tony Romo, Oui, qui est oui. arrivé dans Ça, la NFL ou qui a commencé à être un une partant. vingtaine Donc, d'années. euh, J'ai joué contre lui à ouais, l'université, exact. fait que ça fait une vingtaine Ah, d'années. vraiment, Je, bon, tu je le vois, voilà, confirme. voilà, puis il est Es-tu analyste à la télé depuis plusieurs saisons. Donc, écoute, à surveiller dans ce cas-là, mais tu as raison de dire que c'est une réputation qui tient à Sean Payton, mais peut-être que la réputation pardon, commence à traîner depuis longtemps pour au final peu de résultats dans les faits. es-tu en train de dire, Didier, que Sean Payton est surévalué? Est-ce que c'est ça qu'on est en train de dire? Ben, moi, je suis en train de dire que ça reste à voir là, pour son étiquette de gourou. Sean Payton est un excellent entraîneur-chef. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais pour l'étiquette de gourou, comme quoi il peut développer des cas, ben, comme Renaud vient de l'expliquer, ça reste à voir. Ça fait longtemps qu'il en a développé un. Là. On parle à l'époque de Tony Romo. Alors, ça reste à voir. Mais oui, Sean Payton, c'est un des meilleurs entraîneurs-chefs de la NFL pour moi. Moi, j'ai juste hâte de voir s'il sera en mesure de bien développer Bo Nix. Donne-moi un bon corps, je te donne souvent un bon entraîneur-chef et vice-versa. Hein. Bill Belichick, Mhm. c'était plus difficile aussi, c'était en Tom Mhm. Brady, on s'en est rendu compte. Je dis ça, je dis rien. Est-ce qu'on passe aux champions en titre, messieurs, au double champion en titre, dis-je, du Super Bowl? Allons-y. Les Chiefs de Kansas City. Est-ce que, bon, les Chiefs vont encore une fois, d'après moi, vont être, je pense que leur place au sommet de cette division-là, on n'est pas, je pense qu'ils vont encore être au sommet de cette division-là, mais vraiment, est-ce que les Chiefs, la grande question, c'est vraiment est-ce qu'ils peuvent remporter un troisième titre du Super Bowl de suite, ce qu'aucune équipe n'a encore jamais fait dans l'histoire du Super Bowl, dans l'histoire de la NFL, oui. Ben, Kansas City a gagné son dernier Super Bowl en misant essentiellement sur l'attaque au sol et la défense. Et Patrick Mahomes, bien Mhm. sûr, mais c'est pas une édition des Chiefs de l'année dernière qui était explosive comme celle qu'on avait vue lors des années précédentes. Et si on jette un coup d'œil justement aux ajouts significatifs du côté de Kansas City au cours de la saison morte, en tête de liste, on retrouve le receveur de passe Marquise Brown, anciennement des Cardinals de l'Arizona et des Ravens de Baltimore. On misait beaucoup sur Marquise Brown, Renault, étant donné que Rashid Rice va rater le début de la saison. Il va être suspendu. Il n'y a aucun doute là-dessus. Là. Il s'est retrouvé dans les actualités malgré lui au cours de la saison morte, notamment avec un accident de voiture. Alors, on s'attend à ce Ouais, qu'il rate le début de la saison. De là l'importance de Marquise Brown, mais là, il s'est blessé en fin de semaine lors des matchs préparatoires. Il a subi une assez grave blessure à une épaule. On parle d'une absence de 4 semaines. On n'est pas certain s'il sera là pour le début de la saison régulière. Ça fait en sorte que c'est pas grand-chose à la position de receveur de passe pour Patrick Mahomes. non, puis, tu sais, ça fait que les responsabilités d'un gars comme Xavier Worthy, le choix de première ronde de l'équipe au dernier repêchage, vont être grandes dès le début de la saison. Puis, encore une fois, après le repêchage, on en avait parlé ensemble dans un podcast. C'est un petit joueur, il est frêle, il est pas lourd.
Je sais qu'on va le mettre en mouvement à la ligne de mêlée pour essayer d'éviter qu'on mette les mains dessus, mais reste qu'à chaque fois que tu soustrais un autre receveur de l'équation à Kansas City, c'est un peu plus d'attention qui se tourne vers Worthy. Puis je trouve que la commande est très, très lourde pour justement un gars qui, oui, est très rapide. Non seulement qu'il a battu le record du 40 verges au combine, mais aussi, on le voit quand on a vu ses séquences de jeu quand il jouait dans la NCAA. C'est un joueur qui est rapide sur le terrain aussi dans les gestes football, si tu veux. Mais je trouve que c'est beaucoup de responsabilités sur ses épaules en début de saison. Mais on a tellement parlé l'an dernier qu'il n'y avait pas de receveur chez les Chiefs, qu'on n'était pas Mhm. capable de bouger le ballon. Puis Patrick Mahomes trouvait des moyens. Oui, beaucoup d'aide du jeu au sol. Oui, la défense faisait le travail. Mais Patrick Mahomes a fait des lancers clés qui ont permis aux Chiefs de gagner les matchs. Donc, je ne suis pas nécessairement inquiet à ce niveau-là, surtout que pour les Chiefs. Ce qui compte, c'est est-ce que Hollywood Brown va être là rendu aux éliminatoires, rendu au mois de janvier quand ça va être les matchs importants, est-ce que tout le monde va être là? Parce qu'en début de saison, bien honnêtement, je pense que la défense va pouvoir pallier, même si on échappe un ou deux matchs. Selon moi, il n'y a tellement pas de compétition dans la division que les Chiefs vont se rendre jusqu'au bout et aller remporter la place prisée en éliminatoire qui vient avec un championnat de division. Et Ben, pour on ce a qui vu, est on a de perdu des Rice, morceaux du côté de la défense. Rapidement, souvent Marc-André, mais on a perdu des morceaux du côté de la défense. Il y a le Jarius Sneed qu'on a échangé, Ouais. porte-mettant les couleurs des Titans du Tennessee. Excellent demi-point. On a perdu le marauder Mike Edwards. Willie Gay, secondaire de ligne, porte-mettant les couleurs des Saints de la Nouvelle-Orléans. Alors, est-ce que cette défensive va être aussi bonne qu'elle a été l'année dernière lorsqu'elle était une des meilleures de la NFL? Ça reste à voir, parce que pour en revenir à l'attaque, manque de receveur de passe. Le receveur numéro un des Chiefs, c'est Travis Kelce. L'année Ouais. dernière, il y a eu une baisse de régime de sa part en saison régulière. Et après ça, ben, il a été en mesure d'appuyer sur l'accélérateur, si on veut, lors des matchs éliminatoires. Mais lui-même, il l'a dit lors de son podcast avec son frère Jason, qu'il est arrivé un moment durant la saison où que les entraîneurs lui ont dit, regarde, prends ça mollo, on a besoin de toi en pleine santé au mois de Exact. janvier. Mais l'affaire, c'est que Kelsey, il rajeunit pas. Donc, est-ce qu'il Mm-hmm. va, à un moment donné, il n'est pas éternel, Travis Kelsey, il va se retrouver à Kenton en Ohio au temps de la renommée. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus, mais il commence à être âgé. Donc, est-ce qu'il va pouvoir produire de la même façon lors des matchs importants, lors des éliminatoires? Ça, j'ai hâte de voir ça, parce que là, il va y avoir beaucoup de pression sur lui, comme on vient d'en parler, surtout si on n'a pas d'autres receveurs de passe qui sont capables de s'illustrer. et je voulais mentionner dans le cas de Rice, moi, messieurs, je veux dire, plus le temps passe, plus je pense, par exemple, qu'il va être du premier match parce qu'on semble vraiment tarder à prendre une décision. Je ne sais pas quand est-ce que ça va venir, cette décision-là. Il va probablement la porter en appel. Bref, je pense que plus le temps passe, plus je me dis que Rashee Rice pourrait être de la formation du premier match. Mais oui, pour en revenir à Travis Kelce, c'est un joueur déjà qu'on ménageait, comme tu disais, la saison dernière. Et je pense que ce sera vraiment ça qu'on va faire également cette saison. On voit de plus en plus, je pense qu'on va voir de plus en plus de jeux vers Noah Gray ou de temps de jeu pour Noah Gray du Mhm. côté des Chiefs. Question vraiment que Travis Kelce soit vraiment frais et dispo à la fin de la saison. Mais je pense quand même qu'avec un temps de jeu limité, Travis Kelce va quand même pouvoir tirer son épingle du jeu. Ouais, mais Rice, moi, je suis prêt à parier tout de suite qu'il ne sera pas là au début de la saison. Parce que tu sais, la NFL est stricte lorsque les joueurs font des frasques durant la saison morte. Et oui, on n'a rien annoncé, mais là, il n'y a rien qui presse pour le moment. Parce que les camps d'entraînement sont tellement longs, il restera encore 2 autres matchs préparatoires à Ouais. chacune des équipes. Mais d'ici le début de la saison, une suspension devrait être annoncée pour Rashee Rice. C'est mérité, là aussi, là, toutes les frasques qu'il a commis au cours de la saison morte. Ben, allons voir qu'est-ce que les partisans des Chiefs, qui eux ont été gâtés depuis l'arrivée de Patrick Mahomes à Kansas City. Qu'est-ce qu'ils pensent? Ben, ils sont confiants. Ils y vont là, du petit clin d'œil avec la langue sortie en plus de ça. Et puis bon, ils ont toujours l'aide des arbitres. Hein, on dit ça. Mais faut dire que l'année dernière, les arbitres leur ont coûté un match en saison régulière. Je crois que c'était contre les Packers de Green Bay. J'oublie contre qui. Mais les partisans disent tout le temps que les arbitres penchent en faveur de Patrick Ouais. Mahomes et des Chiefs de Kansas City. Mais Renaud, la question est de savoir est-ce que les Chiefs seront en mesure de gagner un troisième Super Bowl de suite. Comme Marc-André l'a dit tout à l'heure, ça s'est jamais produit dans l'histoire de la NFL. Alors, est-ce que cette édition de Kansas City pourra passer à l'histoire? Non, elle a ce qu'il faut pour le faire. Je pense que tout le monde a confiance en Patrick Mahomes, puis personne ne va oser parier contre Patrick Mahomes, comme à l'époque, on n'osait pas parier contre Tom Brady. Euh,
ça fait 3 fois que je le mentionne, mais tellement de mauvaise qualité d'équipe dans la division que pour moi, les Chiefs ont un parcours vers non seulement les éliminatoires, mais en plus vers des matchs à domicile en éliminatoire. On sait que c'est important. Je pense que depuis le début de la carrière de Patrick Mahomes, hors Super Bowl, bien sûr, qui sont dans un lieu déterminé à l'avance, on a joué un seul match, si je ne me trompe pas, sur la route du côté des Ouais. Chiefs, ce qui est quand même non négligeable. Euh, Moi, je pense qu'ils ont tout pour le refaire. Ils ont encore une des bonnes équipes dans l'AFC. Donc, le tracé pourrait se former pour eux. Maintenant, est-ce qu'ils vont le faire? Bien sûr. C'est plus difficile à faire qu'à dire. Mais écoute, 3 années de suite, les Cowboys ont passé proche au cours des années 90. Ils auraient même pu en gagner 4 de suite à un certain point si leur séquence n'avait pas été coupée et par les chicanes coach et propriétaires. Mais non, écoute, pourquoi pas Kansas City? S'il y a bien une ville qui a attendu longtemps pour avoir du succès, entre le Super Bowl 4, je pense que les Chiefs avaient gagné, puis jusqu'à ce que Ouais, Patrick Mahomes 50 ans. arrive puis redonne. Ouais, exact, 50 ans. Là, finalement, on est très, très, très gâtés du côté de Kansas City. C'est une puissance de la Ligue. Si j'avais à nommer 3 équipes qui pouvaient cette année, assurément, je mettrais les Chiefs dans On a beaucoup parlé, bon, du manque de talent à la position de receveur du côté des Chiefs. Ben, la ligne à l'attaque, moi, c'est ça qui m'inquiète encore plus que la position de le Mhm. receveur. Qui sera le bloqueur à gauche partant des Chiefs de Kansas City? Donovan Smith n'est plus là. Alors, qui sera le bloqueur à gauche partant? Ça, c'est quelque chose qu'on va devoir surveiller lors des matchs préparatoires parce que cette ligne-là pourra donner une bonne protection à Patrick Mahomes également. Parce qu'aux deux positions de bloqueur là, du côté des Chiefs, il y a des points d'interrogation présentement, je trouve. Absolument. 11,5 victoires pour les Chiefs cette saison, messieurs. Est-ce trop? Est-ce peu? Qu'est-ce que vous en Vas-y. pensez? Vas-y en premier, Renaud. Tout à Moi, je l'heure, tu vais. m'as laissé y aller en premier, puis ça t'a coûté, là. Ben oui. Non, non, je vais y aller au-dessus, au moins 12 victoires pour les Chiefs. C'est le calendrier Ah de ouais. 17 matchs. On dirait que des fois, quand je regarde le over-under, là, je pense encore avec une mentalité de 16 matchs dans la saison. Ouais. Mais on est rendu à 17 depuis quelques années maintenant. Non, j'y vais au-dessus. Je répéterai pas pour une quatrième fois que la division est complètement nulle. Je pense qu'il y a au moins 5 ou 6 victoires sur 6 qui vont venir dans la division cette année pour les Chiefs. Pour moi, ça va être au-dessus du 11. Ah, la division faible des Chiefs, ça explique pourquoi, comme on le voit à l'écran, Kansas City a terminé au premier rang de sa section lors des 8 dernières saisons. Ouais. Ça, c'est vraiment une longue séquence qu'on a. Écoute, moi, je crois que les Chiefs ont terminé au premier rang de la section, mais je vais y aller avec moins, par contre. Plus ou moins 11 victoires et demi. OK. Je vais y aller avec 10 victoires du côté des Chiefs, parce que je crois qu'il y a beaucoup de points d'interrogation. Je pense que c'est une équipe qui, peut-être comme l'année dernière, va être en mesure là, de trouver son identité à la fin de la saison régulière. On a parlé là, de receveurs de passe, la ligne à l'attaque, les départs qu'il y a eu du côté de l'unité défensive. Le visage des Chiefs n'est pas le même. On met sur Patrick Mahomes. Alors, à cause de ça, oui, on va terminer au premier rang de la section, mais j'ai allé avec 10 victoires du côté de Kansas City. Là. Je pense qu'on va avoir quelques embûches au cours de la saison. Didier, comme toujours, peu audacieux, soit un en dessous ou un au-dessus, mais jamais deux ou Écoute, je trois ne en vais pas me dessous. signer avec Vegas. Je ne vais pas me signer à Vegas. Hey, à Vegas, ils savent qu'est-ce qu'ils font là, lorsqu'ils établissent justement soit les lignes pour les paris sportifs ou le over-under, plus ou moins combien de victoires. Vegas, écoute, faut jamais se signer avec Vegas. Ils savent qu'est-ce qu'ils font. Si j'a- si j'avais un conseil à donner aux gens, mettre un plus, mettre un over sur une cote à 11,5, c'est quand même toujours osé. C'est pas un bon pari, selon moi. Du côté des Chiefs de Kansas City, on ne sait jamais ce qui peut arriver au cours d'une saison, puis il faut vraiment qu'ils engrangent les victoires. Renaud, t'arrêtes pas de parler tantôt qu'il va y avoir des équipes médiocres dans cette division 1. Dans cette division-là, Oui. en voilà une, les Raiders de Las Vegas. Écoute, on a fait quand même des ajouts du côté des Raiders, spécialement en défense. Je pense que l'arrivée de Christian Wilkins va vraiment changer, va améliorer cette défense-là, va peu changer le visage de cette concession-là. Du moins, on va être tannant en défense du côté des Raiders. Ouais, écoute, c'est une belle addition, celle de Christian Wilkins. On a sorti le chéquier pour le sortir de Miami pour l'amener avec les Raiders. Le problème, c'est que on l'amène à un moment où je me dis, cette équipe-là s'en va nulle part. Je sais pas vraiment. Oui, Wilkins va être bon, il va améliorer la défense, mais les Raiders vont pas nécessairement être une bonne équipe non plus cette année. Puis je les vois pas être une bonne équipe à
court, moyen terme, même au cours des prochaines années, personnellement. J'ai pas trop compris qu'est-ce qu'on a fait au repêchage. J'adore Brock Bowers comme joueur en tant que tel, mais d'y aller, on a écouté un peu trop de podcasts de hockey, je pense, parce qu'on est allé avec le BPA, le Best Player Available au repêchage. Au football, il faut regarder ses besoins. Puis du côté de Vegas, il y a beaucoup de besoins à beaucoup de positions, que ce soit en attaque ou en défense. On est allé avec un ailier rapproché, alors qu'on avait repêché un ailier rapproché en deuxième ronde l'an dernier, Michael Myers. Donc, écoute, ça fait 10 ans que je me questionne, peu importe qui est la direction, sur qu'est-ce que les Raiders font au repêchage. Et encore une fois, cette année, je ne suis pas capable d'être convaincu. On a laissé partir Josh Jacobs sur le marché de l'autonomie, qui était un des meilleurs porteurs de la NFL au cours des dernières années. Je ne suis pas en train de dire que c'était une bonne ou mauvaise décision parce que les Packers ont donné un gros contrat à Jacobs, puis qu'il est rendu au point où il en est dans sa carrière, peut-être qu'il va commencer à ralentir. Mais reste quand même que cette équipe-là, elle n'a rien d'excitant. Au poste de carrière, c'est Gardner Minshew ou Aiden O'Connell. Selon moi, les deux vont jouer à un certain point cette saison. Mais je ne pense pas qu'il y a aucun de ces deux gars-là qui peut dire qu'il est l'avenir des Raiders au poste de corps. Donc, moi, je ne suis pas impressionné par la formation des Raiders, ni par ce qu'ils ont fait au cours de la saison morte. Puis ça vaut pour à peu près toutes les saisons mortes depuis 10 ans. Je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire au sujet de cette édition 2024 des Raiders de Las Vegas. Christian Wilkins, je l'adore. C'est tout un joueur de football. C'est un ancien de ton équipe favorite, Renaud, des Dolphins de Miami. Je crois, écoute, jumelé sur la ligne défensive avec Max Crosby. Max Crosby, qui est un des meilleurs joueurs en défense de la NFL, avec un moteur qui n'arrête jamais. Ça, on va pouvoir donner des mots-têtes aux équipes adverses. Mais pour ce qui est du reste de la formation, moi aussi, j'ai des doutes, probablement en commençant à la position de carrière, pendant qu'on voit des images de Wilkins lors d'une séance d'entraînement des Raiders. Alors, c'est ça que je disais, le duo qui pourrait potentiellement former avec Max Crosby, on pourrait terroriser les carrières adverses. Mais justement, à la position de carrière, Gardner Minshew, Aiden O'Connell, toi et moi, là, on a eu l'occasion d'écrire des matchs des Raiders au NFL, le Red Zone, l'automne dernier. Aiden O'Connell, c'est pas un carrière partant. Je m'excuse. Je pense que c'est assez évident. Je peux pas croire qu'on va commencer la saison avec un de ces deux carrières-là. Gardner Minshew, on l'adore, tout le monde, avec sa belle moustache. Il est sympathique et tout. Mais je pense qu'il nous a prouvé qu'il est un carrière réservé. S'il peut venir dépanner une équipe comme il l'a fait avec les Colts la saison dernière, mais de l'avoir comme en tant que carrière partant, non, ça, c'est une erreur. Et je lisais cette semaine en me préparant pour cet épisode du podcast, je suis allé lire les articles écrits par les journalistes qui couvrent les activités quotidiennes des Raiders. Et les deux carrières, apparemment, sont loin de connaître un bon camp d'entraînement, que ce soit Minshew, avec cette superbe photo qu'on voit à l'écran, ou Aiden O'Connell, les deux en arrachent. Et puis, c'est pour ça, moi, j'ai l'impression que Davante Adams, il va pas terminer la saison du côté de Las Vegas. Puis, j'ai pas compris pourquoi on avait mis ce contrat de Davante Adams. Bon, à l'époque, il y avait Derek Carr qui était là. Bon, c'est son meilleur ami. Mais tout ça pour dire, si on peut échanger Davante Adams, c'est une équipe qui veut lui. Là, lui, il est âgé de 31 ans, là. Donc, il va amorcer la descente de sa carrière. C'est une équipe qui veut les services de Davante Adams. Si je suis les Raiders, je l'échange parce qu'il va juste être encore plus mécontent une fois que la saison va commencer avec ces deux mauvais carrières qui vont tenter de lui lancer le ballon. Je pense qu'il va aller retrouver son ami Aaron Rodgers à New York. C'est ça son souhait, encore une fois. Par exemple, devant Ouais, puis Aaron Adams, je suis pas sûr Rodgers que en ça a va se parlé il y a passer. quelques semaines. Est-ce que vous avez vu Ouais, ça? Aaron Rodgers avait Ouais, mentionné lors d'un de ses points de presse. ouais. ouais. Puis la saison dernière, Davante Adams, écoute, après les matchs, lui-même disait au moment où Jamie Garoppolo était encore le partant, puis on visait Adams quoi, 2 fois par match seulement. Là, on ne le mettait même pas au cœur de notre plan de match. Puis Adams avait dit, ben, si on est pour se servir de moi comme ça ici, j'aime mieux partir. Et il avait aussi dit, ça m'avait marqué, même si les Raiders étaient une mauvaise équipe, il disait, je suis un joueur étoile et mon legacy, mon héritage ne se calcule pas en victoire et en défaite, il se calcule selon mes performances et avec ce que je fais sur le terrain. Puis en ce moment, cette équipe-là me prive d'avoir des belles performances. Donc, c'était des commentaires quand même assassins qu'il avait fait en plein milieu de saison sur sa propre équipe. Puis rappelez-vous les célébrations quand on a congédié Josh McDaniels puis qu'on a célébré dans le victoire avec le nouvel entraîneur Antonio Pierce. Ça démontre à quel point cette formation-là était dysfonctionnelle. On avait sorti les cigares, puis je comprends qu'on était content du changement,
mais quand même, là, ça avait l'air des célébrations des Chiefs au Super Bowl quasiment là, dans le vestiaire des Raiders. Donc, non, je pense que Davante Adams, le mieux il va sortir, non seulement ce sera mieux pour lui, mais ça va être mieux pour les partisans de la NFL aussi. Mais justement, on peut se demander à quel point l'effet Antonio Pierce va se poursuivre du côté des Raiders parce qu'il avait quand même, l'équipe avait quand même connu du succès lorsqu'il avait pris les commandes de l'équipe la saison dernière. Oui, mais j'aime pas tout ce qui s'est passé durant la saison morte du côté des Raiders. Bon, on vient d'en parler en termes du personnel des joueurs. Et puis là, Antonio Pierce, bon, il a parlé beaucoup durant la saison morte parce qu'on se souviendra, au mois de décembre, les Raiders sont allés au Howard Stadium puis ils ont été en mesure de vaincre les Chiefs de Kansas City. Ouais, Mais ça, c'était juste un match. On a même vu un des joueurs des Raiders qui narguait Patrick Mahomes au début du camp d'entraînement. Il avait amené une marionnette de Kermit the Frog, la Ouais. grenouille Kermit, parce qu'on sait Patrick Mahomes, bon, sa voix, elle ressemble à celle de Kermit. Pourquoi tu ouais. fais ça? Pourquoi tu vas te moquer de Patrick Mahomes? Tu fais juste torturer les Raiders depuis qu'il est carrière partant, les Chiefs de Kansas City. Les Chiefs sont les champions en titre du Super Bowl. Les Raiders, oui, ils ont battu les Chiefs en saison de régulière. C'est juste un match. On n'a pas participé aux éliminatoires. Donc, on parle beaucoup du côté des Raiders, comme si on a retrouvé notre swagger parce qu'Antonio Pierce, il a grandi en étant un partisan des Raiders. Mais sais-tu quoi? Quand il était un partisan des Raiders, les Raiders gagnaient. Ils avaient une bonne équipe. On peut pas dire que c'est une bonne formation, cette édition 2024 des Raiders. Moi, je m'attends au fait. Oui, ça a bien été avec Antonio Pierce, mais comme Renaud, tu viens de dire, on détestait tellement Josh McDaniels. On était heureux quand il est Ben parti. oui. Bon, oui, ça a donné une dose d'énergie à l'équipe. Moi, je crois que cet effet-là va être dissipé, là. Quand le mois de septembre va arriver, la saison 2024 va commencer. Antonio Pierce, il est mieux d'être prêt. Parce que son équipe, elle n'est pas très bien nantie. Just win, baby, les gars. Mais combien de victoires? Combien de fois on va le faire cette saison? Le total est à 6,5 victoires pour les Raiders. Moi, personnellement, je trouve ça beaucoup. Mais bref, plus ou moins. Ah, Euh, premièrement, j- merci À à Gardner Minshew quelle qui photo? nous offre une autre Ouais. photo de toute ouais. beauté. Il a l'air d'un lutteur de la WWE là-dessus, Ouais. là, tu sais, qui essaie Ouais. d'intimider. Regardez en bas à droite. Depuis 30 ans, les Raiders ont participé aux éliminatoires 5 fois seulement. 5 fois C'est seulement. minable. Alors, la mystique du Silver and Black, là, c'est en arrière, ça fait partie du passé, malheureusement. Mais tout ça pour dire 6 victoires et demi, plus ou moins, moins. Moins. Moi, je pense que ça va être désastreux. Puis là, Marc-André, bon, tu disais, j'avais tout le temps une victoire de plus ou 6. de moins. Mais là, j'allais avec 4. 4 victoires pour les Raiders. C'est bon. Ouais, je suis dans ces eaux-là à peu près aussi. Ça va être en dessous. Je pense que les Raiders vont terminer dernier dans la division. Ah, je le vois comme Wow, ça aussi. Mais messieurs. je le vois du moment aussi. Mais attends, la question de savoir qu'est-ce que les partisans des Raiders pensent via les emojis et les memes. Alors, ben, tu vois, on est déjà fâchés. Tu le Hmm. vois là avec l'emoji, la saison Hmm. n'a pas commencé. On envisage le pire Ah, du côté des partisans des Raiders. Et on le voit ici, la seule place à Las Vegas où la maison perd, oui, c'est dans le Allegiant Stadium, le stade des Raiders. La maison gagne c'est tout quand le même temps, très bon. habituellement, en termes de paris sportifs. Ouais, ouais. Merci à Mhm. Guillaume pour avoir trouvé ce meme. Mais tout ça pour dire, Oui. ouais, les Raiders, je pense que les trois, c'est unanime. On s'attend pas à une bonne saison. Non, Non, absolument pas. catastrophe. Ouais, bon. Ben écoute, Renaud, on va avoir l'occasion de décrire les matchs des Raiders au NFL Red Zone parce Ouais. que je crois pas qu'ils vont jouer souvent aux heures de grande écoute durant la saison régulière. Non, je t'annonce Il ça. nous... Ça va être sur Red Zone pour les voir. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de Aiden matchs difficiles à O'Connell, la fin. Gardner Minshew, as-tu hâte? Ah, et je me peux plus, surtout que les Raiders vont souvent être dans la deuxième fenêtre là, à 4 heures, donc on va passer beaucoup de temps avec eux. Là, ça va être Ben plaisant. c'est ça, il y a moins de matchs, c'est ça. Je pense qu'on doit être les deux plus grands experts des Raiders au Québec à cause du NFL Red Zone avec Jasmin Oui, Leroux. exact. Avec Jasmin Leroux, les Ouais. équipes qui jouent régulièrement à 16 heures, des fois, elles passent sous le Les radar. Les Cards. mauvaises équipes, les Cardinals, oui, notamment. Les Cardinals, c'en est une autre. les Rams, les Cards. Bref. Il reste une équipe, messieurs. Jim Harbaugh. Est-ce que vous pensez que Jim Harbaugh et les Chargers de Los Angeles, est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir redresser la barque à Los Angeles? Il va pouvoir permettre aux Chargers de retrouver le chemin vers les éliminatoires?
On a finalement un vrai entraîneur-chef, OK, du Ah oui. côté des Chargers. Brandon Staley, la farce a assez duré. Finalement, moi, j'étais prêt à le congédier après sa première année, lors du fiasco, lors du dernier Ouais. match de la saison régulière qui a permis aux Raiders de participer aux éliminatoires à la place des Chargers, avec ses paris ridicules en quatrième essai, profondément dans son territoire. Bref, plus besoin de parler de Brandon Staley, c'est chose du passé. Là, on a un vrai entraîneur-chef. Jim Harbaugh, il a gagné partout. Il vient de mener les Wolverines de l'Université du Michigan au championnat national. Avant ça, avec les 49ers de San Francisco, ben, les Niners s'étaient rendus au Super Bowl. Ils avaient perdu contre son frère John Harbaugh, contre les Ravens de Baltimore. À Stanford, il a complètement amélioré le programme de Stanford qui en arrachait avant son arrivée. Il avait recruté Andrew Luck et Stanford est devenu une puissance au football universitaire durant ces années-là à cause de Jim Harbaugh. Mais si tu remontes même plus loin, il avait été entraîneur-chef, c'était où? C'était à l'Université de San Diego, je me souviens bien, où il avait commencé sa carrière d'entraîneur-chef. Là aussi, il avait connu du succès. Alors, quand tu regardes le CV d'Harbaugh, il n'y a aucun doute que les Chargers, selon moi, vont être une équipe améliorée. Tout d'abord, on va arrêter de parier là, sur les quatrièmes essais. Puis Renaud, les Chargers sont une autre équipe qu'on voit souvent, toi et moi. On a fait le Red Zone à 16h. Ouais. Et puis, combien de fois on a vu Staley prendre des décisions de clown? Là, ça, c'est terminé cette époque-là avec Jim Harbaugh, qui, lui, ben, va se contenter de prendre des bottées de précision, Ouais. de placer, justement, là, de prendre les 3 points. Et il n'y aura plus de bourde, parce que cette équipe-là avait besoin, justement, d'un leader. Ouais, ce qui est dommage pour Jim Harbaugh, par contre, c'est qu'il hérite pas de l'équipe des Chargers il y a 2 ou 3 ans où tu avais des joueurs de grand talent à certaines positions qui étaient encore dans la fleur de l'âge. On a fait un gros ménage au niveau du personnel durant la saison morte. Les Keenan Allen, c'est parti. Mike Williams, c'est parti. Austin Eckler, c'est parti. C'était probablement autour du carrière, évidemment, là, Justin Herbert. C'était probablement les 3 joueurs clés en attaque là, dans ce qu'on appelle les skills position. Puis dans les 3 cas, je suis d'accord avec le fait qu'on s'en soit débarrassé. Un Keenan Allen, ben, on voulait aller chercher une petite valeur avant justement qu'il soit complètement inutile sur le terrain parce que c'est encore un joueur qui peut produire. On l'a envoyé aux Bears. Mike Williams, on était incapable de se fier sur lui. Il était capable d'un match de 10 réceptions, 150 verges, 2 touchés, puis la semaine d'après d'être complètement invisible ou de se blesser pour le reste de la saison. Puis dans le cas de Austin Eckler, ça c'est ma partie préférée avec les Chargers. Lui, il a quitté pour signer à Washington. Et quand on lui a demandé pourquoi il a signé à Washington, du côté des médias, il a répondu ben, du côté de Los Angeles, on voulait que je touche au ballon 300 fois par saison. Moi, je suis pas le genre de gars qui veut toucher au ballon souvent, donc ben, il l'a pas prononcé comme ça, mais quand même. Donc, j'ai décidé, on le sait, ça va être beaucoup de jeux au sol du côté des Chargers cette année. On l'a dit, de un, dans les médias qu'on allait le faire, mais de deux, quand on regarde le groupe de receveurs en ce moment, écoute, je pense que le receveur numéro 1, c'est Joshua Palmer. On a repêché un Lad McConkey tôt dans le repêchage en deuxième ronde cette année, mais quand même, c'est un groupe assez mince. Et même au poste de porteur, je sais qu'on va courir souvent, mais on est allé chercher les restants des Ravens, Gus Edwards, le boss, et J.K. Dobbins. Dans le cas de J.K. Dobbins, pas besoin de faire une analyse, je vous l'annonce, à la semaine 3, il va être blessé pour le reste de la saison, puis on le verra plus pour le reste de l'année. Dans le cas de Gus Edwards, pour moi, c'est un porteur de situation, c'est un porteur complémentaire dans un groupe. Donc, je pense que ça va être une saison difficile autour de Justin Herbert à l'attaque. Ce que j'aime, par contre, la sélection de Joe Alt au repêchage. Là, on a 2 excellents bloqueurs chez les Chargers. Rashawn Slater à gauche. On a Joe Alt du côté droit. Donc, ça, c'est une bonne fondation pour l'attaque. Je pense qu'au cours des prochaines années, on va s'attarder à améliorer ce groupe de talents-là autour de Justin Herbert. Mais pour l'instant, mes attentes ne peuvent pas être élevées pour les Chargers, étant donné que je pense qu'il y a un certain manque de profondeur et de talent pur là, au sein de l'attaque. Je vais revenir au propos d'Austin Eckler. Souviens-toi, Austin Eckler, l'année dernière, il voulait avoir un nouveau contrat. Il se plaignait, il disait, ah, ben, les porteurs de ballon, Ouais. les équipes ne veulent pas nous payer, ils ne veulent pas nous rémunérer. Et il Mais n'avait pas il une a bonne répondu saison. lui-même. Non, mais il a lui-même répondu à sa question. Pourquoi les Chargers ne voulaient pas lui donner une prolongation de contrat? Il a dit lui-même, il n'est pas le genre de porteur de ballon à qui on peut donner le Ouais. ballon 300 fois par année. Mais pourquoi tu vas avoir un gros contrat d'abord? Ça ne peut pas être la pierre angulaire de l'attaque terrestre d'une attaque. Alors, c'est pour ça qu'il n'est plus là. Mais écoute, bon, tu as parlé de l'ajout de Joe Hart au repêchage. Écoute, c'est un monstre, Joe Hart. 6 pieds, 8 pouces. Il est Mm. tellement grand. Et ça va être l'identité des Chargers. Ça va être le jeu au sol.
ça va être la grosse signe à l'attaque. C'est la même identité qu'Arba avait avec les Wolverines de Michigan. Même à l'époque, avec les 49ers de San Francisco, souviens-toi, on misait sur Frank Gore, on avait une excellente ligne à l'attaque, très bonne attaque au sol. Colin Kaepernick a connu les meilleures années de sa carrière sous John Harbaugh. Même avant ça, Alex Smith avait été en mesure de relancer sa carrière Ouais, grâce à Jim Harbaugh. Alors, il n'y a aucun doute pour moi que Justin Herbert devrait être un carrière amélioré, malgré le fait, comme tu dis, à la position de receveur, bon, oui, on a perdu des morceaux, mais Keenan Allen ne voulait pas accepter une diminution de salaire. C'est la raison exact. pour laquelle il est maintenant avec les Bears de Chicago. Bon, Mike Williams, comme tu l'as dit, très talentueux, mais constamment blessé. Mais Lad McConkey, qui a été un choix de deuxième ronde, il est tout un receveur de passe. Il est explosif, court des tracés de passe précis. Tu as parlé de Josh Palmer, lui-même qui n'est pas un bon receveur. Je le répète, je l'ai dit lors des dernières semaines au cours du podcast. Moi, si je construisais une équipe de football, la position de receveur de passe, c'est une des dernières là, qui lui. Je serais préoccupé Je suis par ça d'accord. en dernier. Tu dois commencer avec la ligne à l'attaque. Donc, tu vois, Arba est en train de reconstruire cette équipe-là de la bonne façon. Ça a commencé avec le choix de Joe Hall. Comme tu dis, là, soudainement, la ligne attaque devient une force parce on devrait en théorie miser sur un des meilleurs duos de bloqueurs de la NFL. Moi, j'ai bien hâte de voir le travail de Harbaugh, à quel point les Chargers seront améliorés. Ce serait si le fun pour Jim Harbaugh, je pense, si Quentin Johnson pouvait s'améliorer à sa deuxième saison, parce qu'on se le cachera pas, ça C'est a vrai, on a été oublié d'en parler. assez Ouais, catastrophique la saison dernière du côté du premier choix, du choix de première ronde l'année dernière. Donc, écoute, les échos au camp sont vraiment pas bons encore une fois. On dit ils que sont pas Quentin bons. Johnson Non. échappe encore des ballons. Échappe encore des ballons. Donc, je sais pas par où qu'on commence avec Quentin Johnson. On dit qu'il est vraiment enfoui dans la hiérarchie en ce moment des receveurs de passe des Chargers. Et Justin Herbert également est blessé à un pied, je crois, ou à une cheville. C'est vraiment inquiétant dans son Ouais, cas. OK. Risque de manquer le début de la saison. On dit que, bon, c'est sûr que là, on dit, il est dans une botte, il va rater le camp d'entraînement, devrait être rétabli pour la saison, mais moi, je suis vraiment pas convaincu qu'il sera là lors du premier match. Donc là, on parle de Easton Stick. Ici, on n'a vraiment pas un deuxième quart non plus efficace du côté des Chargers. Donc, ça pourrait être, selon moi, une longue saison du côté des Chargers. Ben, la bonne nouvelle avec la blessure de Justin Herbert, c'est qu'il s'est blessé tôt lors du camp d'entraînement. Alors, on ne parle pas d'une fracture à un pied. Il devrait porter une botte pendant 2 semaines. Il assiste tout de même aux réunions. Là, on va avoir un nouveau système en attaque. Donc, je pense qu'il va être correct pour le début de la saison, d'après ce que j'ai lu au moment, du moins, lorsqu'on avait annoncé qu'il était blessé à un pied. C'est pas une situation idéale, on s'entend là-dessus, puisqu'il doit développer de la chimie avec ce nouveau groupe de receveurs-là. Mais il semblerait qu'il devrait être correct pour commencer le début de la saison, étant donné qu'il s'est blessé très tôt lors du camp d'entraînement. Mais aucun doute là-dessus, on va devoir garder un œil sur son état de santé lorsqu'on va se rapprocher de la saison régulière. Donc, messieurs, 8,5 victoires le total des Chargers. Moi, personnellement, pour toutes ces raisons, je trouve que c'est énorme du côté des Chargers. Puis pas juste 8 Mm. victoires seulement, Didier. Là. Moi, je pense qu'on va en avoir peut-être seulement 5. On a un quart arrière qui est présentement pas sur le terrain. En fait, on a une équipe suspecte en général du côté des Chargers. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais y aller en dessous, moi aussi. Je vais y aller à peu près à 8. Je pense que le fait qu'on ait un carrière élite, ou du moins un carrière de grand talent, le fait qu'on ait un vrai entraîneur-chef aussi, je pense qu'il y a des matchs qu'on échappait par le passé, qu'on n'échappera pas Mhm. cette année. Je ne place pas les Chargers en éliminatoire. Je ne pense pas qu'on soit arrivé là. Je l'ai dit tantôt. La ligne à l'attaque va bien, mais il reste à construire encore un peu alentour de Justin Herbert aux positions de talent. Ça va se faire au cours des prochaines années. On fait ça comme il faut, mais on est quand même à notre premier pas vers l'avant là, chez les Chargers. Donc, je vais y aller avec 8 victoires. Donc, le under pour cette équipe-là qui, on n'a même pas parlé de la défense, mais elle est vieillissante. Donc, selon moi, là, ça va être difficile pour les Chargers de participer aux éliminatoires. Ouais, ben écoute, encore une fois, je vais faire comme toi. Je vais aller avec 8 victoires du côté des Chargers de Los Angeles. J'aurais voulu dire 9, mais ton dernier point m'a convaincu que je suis mieux de rester à 8 victoires pour ma prédiction en termes de victoire. Mon dernier point étant sa défense vieillissante. Moi, je suis surpris que Khalil Mack est toujours là. Bon, il a accepté une Ben oui. réduction salariale.
Joey Bosa, on l'a presque pas vu l'année dernière. Lors des dernières années, il est régulièrement blessé. Puis quand il joue, ben, des fois, Ouais. il termine pas les matchs. Il traîne tout le temps des bobos et tout. Mais j'ai confiance en Jim Harbaugh. Moi, je suis vendu à Jim Harbaugh. Pour moi, c'est un des meilleurs Ben oui. entraîneurs de la NFL. Mhm. Alors, c'est pour ça que je vais y aller avec 8 victoires. Je ne vais pas y aller avec moins que ça parce qu'on l'a vu sur le tableau. Lorsqu'il était dans la NFL, ben, il n'a jamais eu une saison en dessous de 500, Jim Harbaugh. Il sait qu'est-ce qu'il fait. Donc, moi, j'ai confiance. J'ai confiance en Jim Harbaugh. Maintenant, la question de savoir du côté des partisans des Chargers, qu'est-ce qu'on pense? Comment on entrevoit la saison qui s'en vient, cette saison 2024 à Los Angeles? On a d'ailleurs un nouveau site d'entraînement du côté des Chargers. Face à la saison, tu vois, on sourit, mais on a une goutte de sueur. Là. Donc, on est un peu nerveux à la suite de la blessure à un pied de Justin Le, Herbert. Et puis, qu'est-ce le que j'aime, c'est graphique le est meme que Guillaume incroyable. nous a trouvé. Ben oui, c'est très beau, hein? Alors, l'année dernière, Wow. il n'avait C'est pas de ligne à exactement l'attaque, se ça. faisait C'est frapper. Là, exactement cette ça. année, la ligne à l'attaque est améliorée, mais là, c'est Quentin Johnson qui échappe une passe directement dans ses mains. C'est chiant, mais c'est drôle. Mais c'est exactement ça. Ouais. Mais on C'est va drôle miser sur parce que le jeu au c'est drôle, sol. c'est. Ouais, vas-y, Renaud. J'allais dire, c'est un meme qu'on utilisait il y a quelques années quand les Bengals avaient le choix entre Penny Sewell ou Jamar Chase. Sauf qu'à la Ouais. fin, Chase attrapait le ballon, ou peu importe l'autre receveur qui était là, parce qu'on n'avait pas repêché Jamar Chase, attrapait le ballon, tandis que là, ben, on le voit à Quentin Johnson. Ça poursuit, on l'a dit tantôt, il n'est même pas parmi les partants chez les Chargers. Donc, les partisans ont raison d'être un petit peu nerveux en début, mais je pense que des jours meilleurs s'en viennent là, pour les Chargers. On s'en va dans la bonne. Je suis d'accord avec toi. En Jim Harbaugh, je crois. Voilà. Messieurs, on a fini notre tour d'horizon du côté de la section ouest de l'association américaine. Donc, écoute, c'est pas une grosse division comme on dit. Alors, j'ai bien hâte de voir le classement ou des prédictions, disons, du sac du corps. J'imagine que les Chiefs, Didier, tu les as mis en première place du côté de la division. Et les Chargers, Ah, deuxième. Moi, je pense. Oui, vas-y, vas-y. ouais, là, j'allais dire, il faut jamais parier contre Patrick Mahomes. Lors du dernier Super Bowl, j'avais choisi les 49ers de San Francisco afin de l'emporter. Encore une fois, je persiste à dire que si Christian McCaffrey n'est pas victime d'un échappé là, lors de la première séquence, les Niners ont remporté, mais quand même, les Chiefs sont gagnés, alors il ne faut pas parier contre Patrick Mahomes. Et Andy Reid, ça, je parle de Jim Harbaugh, qui selon moi est un des meilleurs entraîneurs-chefs de la NFL. Ben, je pense que Andy Reid, c'est lui qui porte la couronne maintenant de meilleur Oui, oui. entraîneur-chef de la NFL. Bill Belichick n'est plus là, puis bon, Belichick a ralenti lors des dernières années. Ben oui, alors au classement de puissance de la section Ouest, Kansas City en tête, les Chargers au deuxième rang, les Broncos troisième, les Raiders dans la cave. Est-ce que tu es d'accord avec ma sélection, Renaud, des Chargers au deuxième et les Broncos troisième? Comment tu vois ça, toi? Oui, ben moi j'avais les Raiders derniers, là, je l'ai dit tout à l'heure, les Chiefs premiers, donc à ce niveau-là, je Ah, pense ça, que c'est en unanime. fait, Ça, c'est unanime pour les je pense que Raiders. tout le monde va être d'accord avec ça. Puis oui, j'ai les Chargers, je pense que ça allait dans le sens des victoires que j'ai données aussi, là, donc Chargers devant Raiders. Mais comme je le dis, c'est que peut-être qu'au classement, ça va être serré, peut-être même égal entre ces deux équipes-là. Sauf que tu en as une qui va dans la bonne direction, les Chargers, puis tu as les Raiders qu'on ne sait même pas dans quelle direction ils vont. Donc c'est peut-être là, la nuance entre les deux. Ah, on sait dans quelle direction les Raiders vont, là. Je pense. Oui, ouais, C'est c'est vers ça. le bas. C'est vers le Depuis bas. 30 ans. Ouais, depuis Oui, 30 c'est ans ça. vers le bas. D'accord. Bon, ben, c'est excellent. Ben oui, on a déjà fini le survol, ça passe vite. Écoute, Renaud, merci de t'être joint à nous afin de discuter de la section ouest de l'Association américaine. D'entendre le dire, on sera en studio pour la NFL Red Zone Eh oui. lors du premier dimanche d'activité de la NFL, la saison qui va commencer dans moins d'un mois. Déjà, ça s'en vient à grands pas. Et bien sûr, on va surveiller les matchs préparatoires. On va voir, est-ce que Bo Nix comment ça va aller lors de son deuxième départ. Hey, Caleb Williams, en passant, il a bien paru aussi, hein? Je sais qu'il ne faut pas Oui, c'est s'emporter vrai. avec les matchs préparatoires, mais au moins, comme tu disais tout à l'heure, vaut mieux voir une belle performance de notre jeune quart qu'une performance difficile. Et Williams en a un autre qui semblait calme. Tu sais, il semblait à sa place. Je pense que les Bears, Enfin, ils ont joué contre les Bills. les corps recrues, ça a bien été. Même McCarthy, j'ai trouvé qu'il a vraiment bien fait ça aussi avec les Vikings.
Puis même Jaden Daniels n'a pas joué beaucoup, mais ce qu'on a vu de lui, la Lui aussi, bombe, ouais. ça passe. Donc, je pense que c'est de bon augure pour cette QV-là cette année des carrières. Ouais, pour Jaden Daniels, qu'est-ce que j'ai aimé? C'est les commentaires de Zach Ertz. Je ne sais pas si vous avez entendu les commentaires de Zach Ertz, un vétéran allié rapproché, ancien des Eagles de Philadelphie. Puis, ce qu'il a dit notamment lorsqu'il s'est adressé aux médias, il a dit, je ne me pose pas la question afin de savoir si Jaden Daniels va être bon. Il est déjà bon. Ça, venant d'un vétéran, je pense que ça en veut en dire beaucoup. Parce que lui, il est dans les réunions, dans la salle de classe avec Daniels. Donc, s'il est prêt à l'endosser comme ça, c'est sûrement qu'il doit aimer qu'est-ce qu'il voit là, derrière les coulisses, on peut dire, de la part du jeune carrière, parce que ça part de là. Ça part de la préparation dans la salle de classe et tout. Puis il semble que Daniels, ben, lui, il comprend là, le travail qu'il doit faire à ce niveau-là pour être un carrière étoile là, du côté de la NFL. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça encourageant d'entendre un vétéran comme Zach Ertz, qui en a vu d'autres, là, immédiatement, qui déjà, il endosse Daniels. En tout cas, j'ai bien hâte de voir la suite des choses. La semaine dernière, la semaine prochaine plutôt, oui, et ces jeunes carrières-là vont avoir plus de temps de jeu. Ils vont avoir joué 2 matchs préparatoires. Peut-être qu'on pourrait y aller un peu plus d'une analyse de leur performance. Mais en tout cas, Renaud, on te remercie encore une fois de t'être joint à nous, puis on va sûrement se croiser à l'entraînement des Alouettes mardi. Ouais, absolument. Merci, les boys. Alors maintenant, ben, on va répondre à vos questions. Hein. À toutes les semaines, on vous demande de nous envoyer des questions à l'adresse courriel lecircducart@gmail.com. Envoyez-nous vos questions en format de vidéo. Ça vous donne une opportunité de vous voir à l'écran sur notre chaîne YouTube. Alors, on a reçu 2 questions vidéo aujourd'hui et une autre question ben, via courriel écrite. Alors, on va commencer avec notre première. Salut Didier, juste une petite question comme ça. J'aimerais savoir ton avis sur les nouvelles règles de kick-off en NFL, qui ça avantage, qui ça désavantage, puis juste en savoir un peu plus là-dessus. Méchante belle job avec le podcast, continuez comme ça, puis merci de l'attention. Ben, merci à toi, premièrement, pour tes compliments. Merci de regarder et d'écouter le podcast. C'est grandement apprécié. Alors là, c'est la 2e semaine des matchs préparatoires. Je dis la 2e. C'était la première pour bien des équipes. On avait eu droit à un match dans le cadre des festivités entourant les intronisations au Temple de la Renommée à Kenton, en Ohio. Ça avait été un court match. Hein. On s'en souviendra la semaine dernière en raison de la température. Mais ça pour dire, qu'avec les nouveaux règlements du botté d'envoi, ben, c'était pas très convaincant hein, lors de ce match-là. On regardait ça, même les commentateurs, bon, ils étaient pas trop sûrs. Là, cette semaine, bon, on essaie de longs retours, quelques longs retours. Alors, je crois que ça va prendre une certaine période d'adaptation, juste pour les partisans, là, lorsqu'on regarde ça, mais également du côté des entraîneurs en termes de stratégie. Mais j'ai été réconforté de ce que j'ai vu lors des matchs préparatoires au cours du week-end, le fait qu'on ait pu avoir de longs retours, parce que lors du match, justement, du premier match préparatoire, ça semblait très, très, très boiteux, tout ça. Alors, ça me donne espoir. J'ai hâte d'en voir plus lors des prochaines rencontres préparatoires. Mais le fait qu'on a eu de longs retours, encore une fois, ben, ça me donne espoir qu'on va peut-être assister à des jeux spectaculaires, parce que tous les joueurs sont principalement sur la même ligne. Alors, si c'est un bon retourneur qui est en mesure de se débarrasser de 1 ou 2 plaqués, après ça, il peut avoir la voie libre afin de réussir un long retour. Alors, j'espère que ma réponse vous a plu. On va passer à une deuxième question en vidéo. En fait, question qui nous a été envoyée par courriel de la part de William. Ma question est très simple. Si les Eagles connaissent une mauvaise saison et que Jalen Hurts connaît aussi une saison horrible, est-ce la fin pour lui à Philadelphie? Ben, tout d'abord, William, merci de nous avoir envoyé cette question par courriel. Non, ce ne sera pas la fin de Jalen Hurts à Philadelphie. Je vais te dire, toutefois, William, ça va être la fin pour qui? Nick Sirianni, l'entraîneur-chef des Eagles de Philadelphie. Déjà qu'on a passé bien près de le congédier après la saison 2023 du côté des Eagles. On a tenu des réunions. Finalement, on a décidé d'aller de l'avant avec Nick Sirianni, mais c'est lui qui va écoper si les Eagles connaissent une mauvaise saison. Parce que Jalen Hurts, on l'a récompensé l'année dernière, avant le début de la saison. On lui a donné une prolongation de contrat. On est lié à Jalen Hurts. Mais c'est Nick Sirianni qui a beaucoup approuvé. D'ailleurs, la semaine dernière, sur le site d'ESPN, c'est la semaine dernière ou il y a 2 semaines, il y a un article qui est sorti qui nous résumait pourquoi les Eagles ont connu une saison décevante l'année dernière. Puis on s'est rendu compte
au cœur de cet article, ben, la relation entre Hurts et Sirianni n'était pas très bonne l'année dernière. Alors, pour les Eagles, le choix va être simple. On va choisir de garder Jalen Hurts plutôt que de garder Nick Sirianni. William, sois certain d'une chose, Nick Sirianni commence la saison 2024 sur un siège éjectable. Il a besoin de connaître un bon début de saison. Et maintenant, notre dernière question pour cette semaine. Alors, Antoine, bon, salut Didier. Tout d'abord, je veux te féliciter pour ton travail exceptionnel. Continue comme ça. Ah, merci beaucoup, Antoine. Tu es très gentil. Mes questions concernent les Rough Riders et les Lions qui connaissent des séquences, voire inquiétantes. Selon toi, laquelle des deux équipes saura se relever? Quelle équipe terminera au premier rang de la division Ouest de la Ligue canadienne de football? Bien, merci, Antoine, pour ta question. Et pour y répondre, la formation qui m'inquiète le plus, ce sont les Lions de la Colombie-Britannique. Parce que les Rough Riders à Saskatchewan nous ont prouvé, sans les services de Trevor Harris, Harris s'est blessé lors du premier match ou deuxième match de la saison très tôt. Mais malgré tout, on a été en mesure de gagner avec Shea Patterson au poste de quart. On en a parlé tout à l'heure avec Renaud et Marc-André. Les Rough Riders seront les prochains adversaires des Alouettes. Moi, j'ai hâte de voir est-ce que Trevor Harris va effectuer un retour au jeu. Parce que les Rough Riders me font passer aux Alouettes en ce sens que malgré l'absence de leur carrière partant, ils ont été en mesure de connaître du succès. Alors ça, c'est vraiment encourageant. Une fois qu'Harris va revenir au jeu, on devrait juste s'améliorer du côté de la Saskatchewan. Et c'est un peu la même chose du côté des Alouettes quand Cody Fajardo va revenir au jeu. Davis Alexander fait du bon boulot, mais Fajardo a été sélectionné en tant que joueur par excellence de la dernière Coupe Grey. Il connaissait un excellent début de saison. Alors, les Alouettes devraient être améliorés. Naturellement, les à la position de receveur vont peut-être là, mettre les bâtons dans les roues des Alouettes. Mais tout ça pour dire, moi, je crois que les Riders, j'ai plus confiance en la Saskatchewan qu'aux Lions de la Colombie-Britannique. On a vu les Lions, là, ils ont disputé un premier match sans Vernon Adams. Adams avait connu un mauvais départ avant de se blesser. Là, il n'était pas là. On a eu des ennuis. On a perdu contre Edmonton. En plus, c'est bel et bien ça, oui, les Lions ont joué contre Edmonton cette semaine. Alors, moi, je crois que les Riders vont terminer en tête de la section ouest de la Ligue canadienne. On va voir en fin de semaine, lorsque les Alouettes vont se présenter à Regina, si Trevor Harris sera à son poste. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Je crois que c'était tout, ces 3 questions. Guillaume, c'est tout. Alors, on me confirme à l'oreille que c'est tout pour les questions. Encore une fois, merci de nous avoir envoyé vos questions. N'hésitez pas à nous en envoyer d'autres. On va y répondre la semaine prochaine. Puis si vous pouvez le faire via vidéo, ben, c'est encore mieux. Je vous rappelle l'adresse courriel du podcast. C'est simple. C'est le sac du quart à commercial@gmail.com. Alors, on a donné une petite pause à Marc-André qui a fait le Faire médiateur un d'une certaine sandwich, façon j'ai été aux entre moi et toilettes. Renaud. Oui, c'est ça. Ouais, sandwich quoi? À quoi? Beurre de pinot, confiture? T'as gardé ça simple? Oh, t'es un gars de peanut confiture? Non, 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 moi je suis un gars de viande quand même, Non. Didier, là. Un gars de viande, ouais. Ben, Jambon. moi, je suis un gars de viande Moi, ça aussi, me moi. prend du fromage, en fait. Protéine d'abord et avant tout. Ah, du fromage, ah oui? Moi, ça me prend du fromage. Je suis un maniaque de fromage. Je pense OK. que si je deviens. Si on me disait dans la vie que je deviens intolérant au lactose, je pense que ça serait un big deal pour moi dans ma vie. J'ai besoin de Ah oui, ça fromage dans sera ma grand. vie. Ouais, ouais, Ah, je suis ouais, pas ouais, très, ouais. je suis pas très fromage, moi, en tant que ça, mais la viande, je suis là pour ça, par contre. Ah, C'est des bon. bonnes C'est protéines. bon. C'est bon. C'est bon. Bon, ben écoute, tu nous as parlé un peu de ce que tu allais discuter lorsqu'on a mentionné le nom de Audric Mm. Estimé, le demi à l'attaque recru du côté des Broncos de Denver, un choix de 5e ronde. Alors aujourd'hui, tu as l'intention de nous parler de quoi exactement là, en termes de fantasy football? Des joueurs vraiment qu'on n'avait pas vu venir, qui connaissent de bons camps d'entraînement à des positions Mm. clés, à des batailles clés même, dans certaines équipes de la NFL, qui connaissent un bon camp et qui sont, selon moi, en ascension au niveau fantasy. Je commence par le porteur de ballon, Denrick Prince, le porteur de ballon des Chiefs de Kansas City, qui est le porteur de ballon numéro 2 en ce moment. On peut se poser la question derrière Isaiah Pacheco, parce qu'il a pris vraiment des répétitions devant Clyde Edwards-Helaire, Prince, en ce moment, au camp d'entraînement. Il a été sur l'équipe d'entraînement durant la majeure partie de la dernière saison, mais il a vraiment travaillé son jeu en protection. Puis ça, pour un porteur de ballon, et surtout pour un porteur de ballon dans une attaque de Andy Reid, c'est vraiment important. Donc, Mm. on a vraiment Tu protèges reçu Patrick les Mahomes. éloges. Exactement, tu repêches le joyau de l'organisation.
Et ça, c'est vraiment important. Il a reçu les éloges de Andy Reid au camp d'entraînement. Il est le porteur de ballon numéro 2 en ce moment, selon plusieurs observateurs au camp des Chiefs. Et on sait que un rôle de porteur de ballon numéro 2, en venant une blessure à Isaiah Pacheco, au niveau fantasy, le porteur de ballon des Chiefs, c'est quand même un porteur de ballon hyper payant. Donc, je voulais juste que vous reteniez ce nom, Deneric Prince. C'est lui présentement qui est le porteur de ballon numéro 2 derrière Isaiah Pacheco au camp des Chiefs. Ah, parce que Jerick McKinnon, si je ne me trompe pas, il n'est plus là, il n'est plus à Kansas City, donc il y a de la place dans le Plus champ là. arrière. Parce que Pacheco, avec son style de jeu qui est tellement intense et robuste, puis il n'a pas un gros cabaret, alors il peut rater des matchs, il est susceptible de se blesser. Alors oui, Deneric Prince, c'est un nom qu'on ne connaît pas beaucoup, mais peut-être rendu au mois d'octobre, justement, là, les gens vont essayer de se l'arracher en termes de fantasy football. Audric Estimé, maintenant des Broncos de Denver, on en a parlé tout à l'heure. Gros porteur de ballon, hein, 227 livres. Tu crois qu'il pourra avoir un impact en termes de fantasy football dès cet automne? Javonte Williams est le porteur de ballon des Broncos, numéro 1 des Broncos, mais on peut se poser la question pour combien de temps? Parce que c'est un champ arrière vraiment un peu mélangeant. On en a parlé tout à l'heure. Sean Payton, hype. Sean Payton vraiment parle en bien de tous ces porteurs de ballon en ce moment au camp d'entraînement. On parle de McLaughlin, on parle de Williams, on parle de Audric Estimé également. Estimé, c'est vraiment un gars qui a un style nord-sud, hein, qui est vraiment physique, qui fait mal. J'ai vu des extraits sur Twitter là, d'une collision justement. Il a été l'un des meneurs dans la NCAA l'année dernière pour les verges après le contact. C'est un porteur de ballon vraiment robuste. 1341 verges à Notre-Dame la saison dernière, 18 touchés en seulement 210 courses, ça c'est non négligeable. Son problème, c'est qu'il a connu vraiment un 40 verges aux essais de la NFL au printemps dernier, vraiment décevant. Mais on pourrait dire la même chose d'un Karen Williams, par exemple. Donc ça, c'est pas vraiment... Oui, Ah, un autre c'est une ancien de Notre Dame. mesure. Exactement. Oui, c'est une mesure pour les dirigeants de la NFL, mais ce n'est pas tout dans la vie. On peut qu'à penser même à Puka Nacua, qui n'avait pas connu un bon 40 verges, qui est devenu vraiment une sensation au niveau fantasy. L'année passée, il faut dire, Estimé a été ralenti par les blessures plutôt au camp, mais là, vraiment, il est la star du camp des Broncos depuis. Il a inscrit un touché lors du premier match préparatoire, une moyenne autour de 3, par exemple, de verges par course. C'était pas super dominant, mais ça reste à voir. Ça demeure un match préparatoire. Les Broncos, beaucoup d'éloges. C'est un thème qui va revenir dans ma chronique. On a été élogieux dans son endroit. On était ravis de l'avoir en 5e ronde. On croyait que c'était un choix de 3e ronde du côté des Broncos. Donc, Audric Estimé, c'est un nom à retenir au niveau fantasy pour les prochaines semaines. Toujours excitant, là, ce temps-ci de l'année, tu sais, de lire tel joueur qu'on a un bon camp d'entraînement, il impressionne. Là, des fois, justement, à l'arrivée au mois d'octobre, on n'entend plus parler de ces Mhm. joueurs-là. On s'emporte durant l'été, on est ah oui, oui, il pourrait être bon. Mais estimé, je crois vraiment qu'il pourrait avoir de valeur, comme je disais tout à l'heure, surtout Mhm. près de la zone début. Tu as parlé de ces 18 touchés qu'il a inscrits l'année dernière pour les Fighting Irish. On l'a vu sur la photo à quel point il est costaud. Ouais. Alors, on pourrait donner un coup de main. Et je pense qu'on va lui trouver un rôle au sein de l'attaque des Broncos de Denver. Encore faut-il que Denver soit en mesure de se rendre près de la zone début pour lui remettre le ballon. Mais on va garder ce nom-là en tête. Maintenant, il y a Jordan Mason. Ça, c'est un nom qu'on connaît mieux. Il a obtenu des courses par le passé du côté des 49ers de San Francisco. Alors, pourquoi tu crois que Jordan Mason pourrait être intéressant cette année au niveau du fantasy? Petite histoire, Didier, Jordan Mason a avoué en entrevue avoir dépensé durant l'entre-saison 3000 $ pour s'acheter un jug machine, une machine à lancer des ballons, pour pouvoir améliorer son jeu dans le jeu aérien en Pourquoi citant pas? qu'il exactement en citant qu'il disait si je veux devenir aussi bon que Christian McCaffrey, il faut que je me mette à l'entraînement. Puis c'est ça qu'il a En bas fait. de Et ça, là, c'est pas une qu'est-ce qui se dépense, passe? Marc-André, c'est un investissement. Parce Investissement, que, écoute, s'il investissement. améliore ses statistiques en tant que receveur sortant de charrière, là, une fois qu'il va devenir joueur autonome, tu vas voir, ça va rapporter là, ce 3000 $-là, là, et il n'aura pas de misère à le récupérer. Et là, qu'est-ce qui se passe, Didier, au camp d'entraînement des 49ers en ce moment? Christian McCaffrey est blessé, va rater tout le camp d'entraînement, devrait être prêt pour le premier match de la saison. On n'a pas lieu de paniquer en ce moment, encore, mais je veux juste vous dire que Christian McCaffrey ne sera pas à 100% de blessure à un mollet. Elijah Mitchell est blessé également, n'a pas participé au premier match préparatoire de l'équipe. Donc vient Jordan Mason, qui pourrait vraiment saisir une opportunité d'être le porteur de ballon numéro 2 des 49ers de San Francisco. Il faut dire que Mason a été meilleur l'année dernière
que Mitchell pour les verges après contact. Il a été le meilleur également pour les courses qu'on dit explosives. Ça, c'est des courses de plus de 15 verges. Et Kyle Shanahan, en entrevue, a mentionné qu'il n'y avait rien contre Elijah Mitchell. On sait que la relation entre Mitchell et Shanahan est vraiment une relation vraiment d'amour. Mais il a dit, j'ai rien contre Mitchell en ce moment, mais Mason joue à un très haut niveau en ce moment. Il a d'ailleurs été vraiment sensationnel, sensationnel. Pour un premier match préparatoire, il a inscrit un touché, vraiment une bonne moyenne de verges par course, Jordan Mason. Donc, c'est un nom à retenir. Il est vraiment la révélation du camp. Il a vraiment pris du galon également dans l'échiquier des porteurs de ballon des 49ers. Ce serait intéressant de voir la suite des choses. Maintenant, receveur de passe, Malik Neighbors, on en avait parlé il y a quelques semaines. Lorsqu'on avait parlé, là, on a fait notre survol de la section S de la nationale en compagnie de Brandon London, qui travaille pour les Giants de New York. Lui, clairement, il voyait Malik Neighbors dans sa soupe. Est-ce que c'est le cas pour toi aussi? Je vais vous dire une affaire. Malik Neighbors a connu un premier match préparatoire tranquille, c'est parfait. Malik Neighbors s'est blessé à une cheville dimanche au camp d'entraînement des Giants, c'est parfait. Pourquoi? Parce qu'on veut pas que Malik Neighbors monte dans les classements fantasy. Il est présentement un choix de fin de troisième, début de quatrième ronde, puis c'est parfait comme ça, Didier. Parce que Malik Neighbors, je suis en train vraiment de croire à l'engouement qu'on a à l'envers Malik Neighbors en ce moment aux Giants. Lors d'un entraînement conjoint avec les Lions de Détroit plus tôt la semaine dernière, il a obtenu 10 catchs, 171 verges, un touché. Même Dan Campbell, l'entraîneur-chef des Lions, a dit que c'était un mélange entre Justin Jefferson et Jamar Chase avec la Rien de hargne moins. de Odell Beckham dans son prime, donc au sommet de son art. Donc vraiment, Malik Neighbors fait vraiment tourner les têtes au camp des Giants. C'est normal, c'est correct. C'est correct qu'il soit blessé en ce moment parce qu'on veut l'avoir à rabais. Je pense que Malik Neighbors va devenir une superstar dans la NFL, un receveur étoile. Et je pense que c'est peut-être l'unique saison où on va pouvoir avoir, disons, un petit rabais ou une petite aubaine sur Malik Neighbors dans nos repêchages fantasy. Mais il ne faut pas le dire à tous les gens. Il faut garder ça entre nous. Parce que puis c'est correct. Parce qu'avec une blessure, il va probablement avoir une petite croix lorsque vous allez repêcher dans vos trucs Yahoo sur Internet. Ça fait peur aux gens ordinaires d'habitude. Mais pour nous, ça ne nous fait pas peur. Malik Neighbors vraiment est en pleine croissance au niveau fantasy. Il va être incroyable selon moi. Je vais embarquer sur le bandwagon de Malik Neighbors. Je lis les commentaires des gens qui suivent les activités quotidiennes des Giants de New York. Je vois ton enthousiasme à l'endroit de Malik Neighbors. C'est la même chose également avec Brandon London. J'ai vu les commentaires de Dan Campbell. Ben, je dois mettre un frein à tout ça. Parce que la position de carrière du côté des Giants, l'homme qui va lui Ah oui. lancer le ballon, Daniel Jones. J'ai aucune confiance en Daniel Jones. J'ai aucune confiance en la ligne à attaque des Giants. Ça fait quoi, une décennie? Ça va faire au moins 10 ans qu'on n'est pas capable de protéger notre carrière, que ce soit Daniel Jones. Même à l'époque d'Eli Manning, à la fin de la carrière d'Eli, ça fait longtemps, là. Eli n'était pas bien protégé. Donc, c'est Il y a juste ça, quelqu'un moi, qui fait... Ouais, vas-y. il y a quelqu'un qui a publié les 8 tracés que Malik Neighbors a couru lors du premier match préparatoire. Il était fin seul sur les 8 tracés. C'est Ce épouvantable. ballon s'est Sauf rendu à qu'encore lui. là, non, exactement. Il a été ciblé aucune fois. Mais ce n'était pas Daniel Jones. Est-ce que Daniel Jones est plus compétent que les carrières? C'était quoi? C'était Tommy DeVito et Drew Luck. Est-ce qu'il est plus compétent que ces deux corps? Je pense que oui, mais à quel point? C'est ça la grande question dans le cas de Malik. Ah, puis Drew Lock s'est blessé en plus, hein, si je ne me trompe pas, au Ouais. cours de cette rencontre. Ben, bref, tout ça pour Mhm. dire, c'est ça. Je crois au talent de Malik Neighbors, mais je ne crois pas à la position de carrière du côté des Giants. En Daniel Jones et la ligne à l'attaque. Bref, on verra, mais son talent est indéniable. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Il est très talentueux. Maintenant, quel est un autre joueur là, qui retient ton attention depuis le début des camps d'entraînement? Je vais terminer cette chronique en vous parlant de deux ex-coéquipiers. Premièrement, Jalen McMillan, qui est un receveur de passe, l'ancienne université de Washington, qui est un receveur de passe Oui. maintenant avec les Buccaneers de Tampa Bay, qui lui aussi est la vedette du camp des Bucs en ce moment. Il faut se rappeler l'année dernière qu'avant de blessure, Jalen McMillan avait plus de toucher que Rome Odunze. Il a vraiment connu du succès dans le premier match préparatoire. Il a été ciblé et il évolue présentement avec la première unité. Il pourrait devenir le receveur numéro 3 des Buccaneers de Tampa Bay, parce que ça vaut.
en recevant des passes de Baker Mayfield. C'est pas les gros chars, comme vous allez me dire, mais c'est quand même, je veux juste mettre en lumière que c'est un receveur talentueux. Parce qu'un receveur numéro 3 avec Mike Evans et Chris Godwin n'a jamais été ciblé plus de 75 fois dans une attaque, donc ça va demeurer limité. Mais s'il y a des blessures, Mike Evans, Chris Godwin, ce sont des joueurs vieillissants. Si on a des blessures à ces positions, à ces joueurs-là, Jalen McMillan peut devenir un vol au niveau fantasy. Et j'ai noté également une citation du DG adjoint des Buccaneers qui a dit qu'en ce moment, McMillan me fait très bien paraître parce qu'il connaît un camp du tonnerre. Donc, McMillan, c'est un nom à retenir au niveau fantasy. C'est un receveur qui pourrait être en ascension dans vos repêchages. C'est peut-être, nous allons voir le déroulement de la suite des choses dans les prochaines semaines, mais peut-être qu'il pourrait se retrouver dans comme un excellent billet de loterie en fin de repêchage. Huskies de l'Université de Washington qui avait vraiment toute une attaque la saison dernière avec bien sûr Michael Penix au poste de quart, McMillan, Rome Odunze et Jalen Polk qui lui a été repêché par les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. On a vu que Jalen Polk, lors du premier match préparatoire, ben, il a évolué avec la première unité. Il était sur le terrain dès le départ avec Drake May. 3 cibles, 3 réceptions. Par contre, DeMario Pop Douglas ne jouait pas. Même chose que pour Kendrick Bourne, qui se remet d'une déchirure du ligament croisé antérieur. Donc, est-ce que quand ces deux joueurs vont revenir, est-ce que Polk va être encore sur le terrain? Ça reste à voir. Sauf qu'on commence à faire de la place dans l'imposant groupe de receveurs que les Pats ont au camp. On a libéré Juju Smith-Schuster après la rencontre. Oui. Donc, ça, c'est une aide moins pour Jalen Polk. Je dis pas que Jalen Polk va mettre le monde fantasy en feu dès le départ, mais on sait pas trop comment tout ça va s'organiser à la position de receveur chez les Patriots. Je vais juste vous dire que pour moi, Polk est actuellement le meilleur billet de loterie ou le favori comme receveur à repêcher en fin de repêchage, en fin de ronde chez les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Ouais, il est talentueux, effectivement. Alors, on a hâte de voir ça, mais on a besoin de lui du côté des Patriots. Alors, comme tu dis, je pense que le fait qu'on a libéré Juju Smith, c'est qu'on se dit, regarde, on a un jeune qu'on a repêché. Parce que du côté des Patriots, il faut faire jouer les jeunes. On est en reconstruction. Alors, pourquoi pas faire de la place à Jalen Polk, qui est effectivement talentueux. Ah ben voilà, ben écoute, Marc-André, on a fait le tour. Écoute, merci de ta contribution à cet épisode du podcast de Sac du Cœur. Tout d'abord, le coup de main que tu as donné à Renaud et moi, et bien sûr pour ta chronique hebdomadaire de Fantasy Football. Alors, continue ton bon travail. J'ai bien hâte de voir ça la semaine prochaine, ta chronique à la suite des autres matchs préparatoires qui sont présentés au cours du prochain week-end du côté de la NFL. Alors, on espère que cet épisode du podcast Sac du Cœur vous a plu. On vous reparle la semaine prochaine.